parler de Poutine, qui est présenté au fond comme un petit diable rouge ici en Occident, parce qu'il n'est pas démocrate. Le personnage est intéressant à connaître. Et on peut dire que le maître de l'histoire, par qui tout change mais qui ne change pas, nous donne une page à décrypter avec soin. Voilà un ancien KGBiste, mais on pourrait dire qu'à l'époque, le KGB c'est un peu l'équivalent, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, de l'ENA. Bon. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? En Russie, le drapeau impérial qui flotte, les valeurs traditionnelles honorées, respectées, encouragées. Si on regarde les discours politiques de Poutine, en particulier celui de 2013, on voit qu'il cite Dostoïevski, on pourrait dire, bah oui, c'est la littérature russe, mais Danielewski et d'autres penseurs, Léontiev, d'autres penseurs slavophiles. C'est un peu comme si un chef d'État français citait La Tour du Pin, Maistre, Bonald, les auteurs légitimistes. Et si on regarde nos chefs d'État, on voit très bien que la référence politique à la culture, aux auteurs, est très maigre. Et que, en quelque sorte, on pourrait dire avec Micha que le politique est mort. Donc la Russie nous donne une véritable leçon de choses, d'une renaissance disons de la dignité, de la fierté d'un peuple et la réappropriation de sa culture. Alors bien sûr, on pourra gloser sur l'utilisation par les politiques de la littérature. Mais comparer par exemple certains discours de M. Hollande, où il est tout juste capable de citer par oui-dire les mémoires de sa seconde concubine, et les discours de Poutine. Qu'est-ce qu'on voit? Que l'Europe, au nom de ses prétendues valeurs, et on a vu la grenouille de bénitier, démocrate crétin Bayrou, parler des valeurs sans préciser lesquelles, et bien sûr tout le monde a compris, ce sont les valeurs maçonniques. Or, Poutine, bon, on est dans le relatif, dans le politique, dans ce qui est de l'art du possible. Il maintient une politique de retour aux valeurs traditionnelles, familiales, aux valeurs de la Sainte Russie, et il espère, ou il attend, que les forces spirituelles lui emboîtent le pas. Sur le plan géopolitique, mais il souhaite un monde bipolaire, ou multipolaire, et c'est sans doute grâce à lui que la Syrie, n'en déplaise aux Occidentaux, n'est pas devenue un pays vide de chrétiens. Et il est important de voir aussi sur le plan géopolitique que la Russie, aujourd'hui, se présente au Moyen-Orient, non pas comme autrefois le défenseur des orthodoxes, mais des chrétiens. Il y a une nuance importante à saisir. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. Non, je vous en prie. Allez. Bon, frère Thierry, chers mesdames, messieurs, chers amis, donc il m'a été demandé quelque chose qui n'est pas si simple, de vous parler de Vladimir Poutine. Bon, Vladimir Poutine, d'abord, je ne le connais pas très bien, je l'ai rencontré pour l'instant en tout et pour tout 2 fois. Une fois à l'inauguration d'un monument aux morts des Russes qui se battaient avec les troupes françaises en 1914 contre l'Allemagne, ce qui est un détail qui échappe à beaucoup de gens aujourd'hui. Et puis je l'ai vu une 2e fois, alors là beaucoup plus longuement, c'est au club de Valdaï dont je suis membre, qui est un club d'experts réunis par Vladimir Poutine, qui se réunissait en octobre à Sotchi. Et pendant 1 semaine, donc, on a travaillé sur le sujet de l'ordre mondial. Et le dernier jour, il est venu parmi nous. Et il est resté à discuter une journée entière avec nous. Bon, mais je n'étais pas en tête-à-tête avec lui, bien sûr. Hein. Mais enfin, c'était déjà un grand privilège de pouvoir le voir d'aussi près, si longuement. Je vais essayer de vous dire quelques mots donc, sur ce qu'il est. Donc, en parlant de ses origines, parce que ça, c'est essentiel toujours chez quelqu'un. Et puis après, une fois que je vous aurai brossé un peu ce que je sais sur lui,
Ensuite, je dirais quelques mots des résultats de sa politique, parce que ça c'est très important et ça explique son immense popularité aujourd'hui en Russie. Ça explique sans doute son immense popularité en Russie, puis ça explique aussi peut-être la haine dont il est l'objet de la part d'un certain nombre de médias occidentaux, parce qu'il incarne vraiment, pour certains, l'ennemi majeur. Bon. Alors, d'abord, les origines de Poutine. Alors, Poutine est né après la guerre, il est un peu plus jeune que moi. Il est né à Saint-Pétersbourg, c'est assez important parce que Saint-Pétersbourg, c'est une ville, je connais bien notre ami Karol Daspry, une ville russe, mais en même temps très marquée par l'Occident. C'est ce qu'avait voulu Pierre le Grand, son fondateur. Et être né à Saint-Pétersbourg, ça veut dire aussi avoir eu une famille qui a vécu les horreurs de la Seconde Guerre mondiale de façon particulièrement terrible. La mère de Poutine a dû son salut apparemment presque au hasard, on peut dire, puisqu'elle était quasiment morte, elle était sur une charrette avec d'autres cadavres, et puis quelqu'un a vu qu'elle bougeait. Et alors, du coup, on l'a sortie de là, on s'est aperçu qu'elle était vivante, elle a survécu. Bon. Il ne faut pas oublier que Saint-Pétersbourg a été entouré par l'armée nazie pendant presque un an, et à la fin, il faisait très froid, il n'y avait pas de chauffage évidemment, on crevait de faim. Et des milliers de gens sont morts de faim en fait et de froid, mais même pas sous les coups des canons ennemis. Donc ça, je crois que ça a marqué son enfance quand même, les histoires qu'on racontait sur sa famille. Il a eu un frère qui est mort d'ailleurs, je crois qu'il est plus âgé que lui. Et il a été très marqué par ce siège de Saint-Pétersbourg, même s'il ne l'a pas connu lui personnellement, mais enfin à travers sa famille, quoi. Ça c'est un premier point. Deuxièmement, Saint-Pétersbourg, c'est une grande ville universitaire, ouverte sur l'Occident, et comme vous le verrez, j'en dirai un mot dans un instant, Poutine, au départ de sa carrière, est un homme très attiré par l'Occident et qui souhaite rapprocher la Russie de l'Occident, un peu comme l'a été Pierre le Grand, même s'il a eu quelques désillusions depuis. Donc c'est quand même le fait qu'il soit un homme de Saint-Pétersbourg, c'est très important, d'autant plus qu'à Saint-Pétersbourg, il y a eu un maire anticommuniste qui s'appelait Sobchak, qui a été le premier maire de la période après-communiste et qui était connu notamment pour ses convictions libérales en économie. C'est un économiste libéral anti-marxiste. On parle de l'école de Saint-Pétersbourg, dont Poutine a été un disciple, et vous retrouverez ça dans certains éléments de sa politique, notamment de sa politique économique. Alors, le jeune Poutine est surtout féru de sport, d'après ce qu'on peut savoir. Il a été très marqué par son professeur de judo, par tous les différents sports de combat. Il en a fait un niveau très très élevé, hein, puisqu'il a été le champion du district de Leningrad, parce que la ville s'appelle maintenant Saint-Pétersbourg, mais la région s'appelle toujours Leningrad. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc le sport chez lui a toujours été quelque chose de très très important. Il continue à en faire énormément, d'ailleurs tous les jours. Et ça fait partie de son éthique de vie. De ce point de vue-là, il ressemble un peu à ce qu'ont pu être sans doute les anciens Grecs. Donc discipline sportive et discipline intellectuelle. Très jeune, il a été élevé dans une ambiance patriotique, disons, qui l'a conduit à vouloir travailler pour l'État et pour la Russie. Donc il s'est engagé dans l'armée. On dit toujours le FSB, enfin le KGB à l'époque, donc c'était les services secrets communistes bien sûr, mais c'était les services secrets de l'armée. En réalité c'était l'armée. Bon. Cette armée certes servait un pouvoir communiste à l'époque, c'est certain, mais elle était aussi marquée par les valeurs propres à l'armée qui existent dans toutes les armées du monde, même s'il y a une idéologie particulière. Toutes les armées par certains côtés se ressemblent, même si les politiques qu'elles servent peuvent être extrêmement différentes. Donc moi je pense que pour comprendre Poutine, il faut comprendre d'abord que c'est quelqu'un qui a été un officier, qui a voulu être un officier. Et déjà quand vous choisissez, quand vous êtes très jeune, d'être un officier, ben, ça veut dire que vous renoncez à certaines choses. Vous êtes prêt à donner votre vie pour votre patrie, ça veut dire que vous aimez votre pays. Sinon vous ne feriez pas ça, bien sûr. Si vous cherchiez l'argent avant tout, vous ne seriez pas non plus, il n'y a pas de raison que vous soyez officier. D'ailleurs, dans les grands milliardaires qu'il y a aujourd'hui en Russie, la plupart ont été bien sûr des fonctionnaires
civils communistes, mais pas tellement viennent de l'armée. L'armée, c'est un monde un peu à part. Donc c'est un officier. Je crois qu'on ne peut pas comprendre Poutine sans voir ça. Et alors il faut bien voir que la Russie, c'est un pays qui, à la différence d'autres pays, est un pays où l'armée joue un rôle majeur depuis toujours. À l'époque des tsars, bien sûr, l'armée jouait déjà un rôle très très important. Bon, le régime tsariste est un régime aristocratique et monarchique, et comme en France d'ailleurs, le cœur de la noblesse, ben, c'était l'armée. C'était la noblesse de robe, la noblesse d'épée, la noblesse d'épée plutôt, je veux dire. Donc sa vocation et ses privilèges étaient liés au port des armes et à la capacité de donner sa vie pour le tsar en l'occurrence, pour la patrie et pour la religion orthodoxe, bon, pour ce qui concerne un russe. Donc cette armée a été reconstituée à l'époque soviétique, elle est devenue l'armée rouge, bon, elle s'est battue contre l'armée blanche, donc ça a donné une tonalité très militaire au régime dès le départ, qui n'était pas forcément évidente. On aurait pu imaginer un communisme inspiré par d'autres personnalités que des personnalités militaires, mais d'emblée, à cause de la guerre civile, très vite l'armée a joué un rôle important. Le fondateur d'ailleurs a été éliminé très très vite, puisque c'était Trotsky, qui a été expulsé de l'Union soviétique par Staline et qui a été assassiné ensuite au Mexique des années plus tard. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'armée a connu une éclipse extrêmement grave, avec une chute totale de son budget, des soldes non payés, enfin vraiment un état d'effondrement complet de l'armée, qui en plus avait abandonné tous les pays de l'Est, et tous ses soldats et officiers étaient revenus en désordre en Russie où ils étaient mal accueillis. Enfin, ça a été une véritable période de catastrophe, cette période post-soviétique. Et l'armée ne s'en est remis qu'à partir de 2000, lorsque Poutine devient justement le chef de l'État, et que petit à petit, il va redresser le statut de l'armée au sein de la société. Le statut matériel d'abord, bien sûr. Je crois que les revenus des officiers ont quadruplé ou quintuplé en quelques années. Le statut moral, bien sûr. Enfin, le statut moral, l'armée ne l'a jamais complètement perdu. Je veux dire, même si elle avait perdu beaucoup de son importance à l'époque de Yeltsin, par exemple, qui est la première période où j'ai connu la Nouvelle-Russie, il n'en est pas moins vrai que l'armée comptait encore beaucoup. Je me souviens d'avoir été à un déjeuner, ceux qui l'ont déjà entendu, cette anecdote me pardonneront, mais un déjeuner qui m'avait beaucoup étonné. Je rencontre le général Koulikov, que j'ai revu d'ailleurs la semaine dernière à Moscou, qui est un des militaires les plus importants en Russie, il était ministre de l'Intérieur à l'époque sous Yeltsin. Et le général Koulikov me dit, voilà, je n'ai pas le temps de vous recevoir parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête, et je vous ai fait inviter à cette fête d'ailleurs, donc il y a une voiture qui vous attend au rez-de-chaussée et qui vous emmènera. Alors, je vais au rez-de-chaussée, un chauffeur m'attend, qui ne parlait que russe, moi à l'époque je ne parlais pas un mot de russe, donc j'étais emmuré linguistiquement. La voiture est partie, et pendant 1 heure on roule dans Moscou. Je me demandais vraiment où est-ce qu'on allait. Puis brusquement, la voiture tourne à droite, et on rentre dans une immense caserne où je vois des tanks qui sont les uns à côté des autres, et des troupes au sol, enfin des troupes à pied, qui étaient aussi très nombreuses et qui étaient au garde à vous. Et là, je vois mon interprète en train de discuter avec des officiers. Alors je vais tout de suite vers mon interprète en me disant, ça y est, je vais pouvoir de nouveau parler. Et je lui dis, Vladimir, qu'est-ce qu'on fait ici? Il me répond, on est en train d'inaugurer une église. Alors, je regarde, je vois les tanks, je vois les troupes à pied, et j'éclate de rire. Et il se vexe et il me dit, mais si ça vous fait tellement rire qu'on inaugure une église, vous pouvez rentrer en France tout de suite, on ne vous retient pas. Je dis, mais enfin, ne vous vexez pas. Je ris parce que je vois des tanks et vous me dites qu'on inaugure une église. Alors je ne vois pas le rapport. Elle est où l'église? Il me dit, elle est là-bas. Alors je regarde vers ce qui était l'ouest, je crois, et je vois effectivement des coupoles dorées qui scintillent sous le soleil. Et c'était l'église toute neuve qu'on avait construite dans une caserne du ministère de l'Intérieur, parce qu'en Russie il y a 2 armées, il y a l'armée du ministère de l'Intérieur et puis l'armée classique, disons. Et alors ça c'était l'armée de l'Intérieur. Et alors donc il y avait une église effectivement qu'il fallait inaugurer. Et alors à ce moment-là arrivent des voitures officielles, je vois le général Koulikov qui en descend, qui était donc en même temps ministre de l'Intérieur, et accompagné du patriarche de toute la Russie qui à l'époque était Alexis II.
Et tous les deux commencent à prendre la tête d'un défilé ecclésiastique et militaire, je dirais. Les militaires défilant au pas de loi, et on passe devant un monument aux morts, on dépose des fleurs devant un monument aux morts, on continue tout droit, et on va jusqu'à l'église. Bon, alors moi je me coule dans ce mouvement, et puis j'assiste à l'office, qui comme vous le savez est toujours très long, un office orthodoxe, c'est debout et ça dure 2-3 heures, bon, avec des chants magnifiques d'ailleurs. Au bout d'un moment, je vois un grand militaire qui s'approche de moi, qui me dit « Господин Blo, Monsieur Blo, c'est vous ?» Je dis « Oui, oui, c'est moi. » « Député européen ?» « Oui, oui, c'est ça. » Voilà, le général Koulikov a un message pour vous. Il voudrait que vous participiez à un déjeuner. Il va y avoir un déjeuner officiel tout à l'heure. Et vous serez admis à ce déjeuner qui sera très fermé. Et toutes les forces de sécurité fermeront complètement le passage dès que les officiels seront passés. Alors, il faut absolument que vous me suiviez de très près, parce que si vous vous perdez un peu dans la foule, le barrage risque de se refermer devant vous, et à ce moment-là, on vous perd pour toute la journée. Alors je dis, bon, moi, je vais vous suivre. Hein. Et il se présente à moi, il me dit, Général Kalachnikov. Alors je lui dis, c'est vous? Il me fait, non, 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 c'est pas moi, c'est mon oncle qui a inventé la Kalachnikov. C'est mon oncle. Alors, je dis, ah bon, bon, très bien. Et alors, là-dessus, donc, après l'office religieux, nous partons vers ce que je pourrais appeler un mess militaire, donc où il y avait une grande salle de restaurant. Et là, en entrant, je vois d'abord un orchestre militaire qui chantait une chanson assez connue à l'époque en Russie qui s'appelle Monsieur l'officier. Et les paroles de la chanson, c'était Monsieur l'officier, tu es le bienfaiteur de la patrie. Monsieur l'officier, tu défends la veuve et l'orphelin. Monsieur l'officier, on compte sur toi. Monsieur l'officier, tu nous protégeras contre l'ennemi, etc. Grand éloge de l'officier. Bon, c'était le thème de la chanson, ce qui nous mettait déjà dans une certaine ambiance. Et puis là-dessus, on me retire mon appareil photo, ce que j'ai toujours regretté, et on m'amène dans la salle du déjeuner. Il y avait une grande salle avec une table en fer à cheval. Et qu'est-ce que je vois au bout de la salle? Il y avait le général Koulikov en uniforme militaire, le patriarche Alexis II en tenue de patriarche. Du côté du patriarche, il n'y avait que des métropolites, donc des archevêques, si vous voulez. Du côté du général, il n'y avait que des généraux de l'armée de l'intérieur. Donc tous, chacun, si je puis dire, dans l'uniforme de leur fonction. Et puis tout à fait en bout de table, il y avait mon interprète et moi, nous étions les deux seuls civils. Et j'assiste à une scène assez étonnante où le patriarche prend la parole et dit au général Koulikov, voilà, nous sommes heureux d'avoir construit une église au milieu de la caserne parce que l'armée joue un rôle essentiel pour lutter contre le crime, donc contre le péché. Et donc à ce titre, nous nous félicitons du rôle de lutte contre la criminalité que mène l'armée, et nous vous décernons l'ordre de, je ne sais plus, Saint-Georges. Bon. Et là-dessus, le général se lève et il dit au patriarche, mais votre sainteté, parce que le patriarche pour les Russes c'est l'équivalent un peu du pape si vous voulez, hein, donc c'est votre sainteté, c'est pas un évêque. Eh bien, vous réarmez moralement la Russie, vous la réarmez spirituellement, et nous, l'armée, on ne peut rien faire si vous n'êtes pas là pour former les jeunes, pour former les nouvelles générations qui n'ont plus de morale, qui sont complètement perdues avec l'effondrement du communisme. Donc, on compte énormément sur vous pour préparer les jeunes âmes, effectivement, à la lutte contre le mal, et pour qu'ils suivent le droit chemin. On compte beaucoup sur l'Église, parce que la force physique de l'armée, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi la force spirituelle. Donc je vous décore d'eux, et il décore le patriarche. Alors j'étais assez effaré. Et puis là-dessus, le patriarche prend la parole et s'adresse à moi en disant nous avons un jeune étranger, un jeune député européen qui est là. Est-ce qu'on peut lui demander son impression sur la cérémonie à laquelle il vient de participer? Alors je dis, bah, écoutez, Votre Sainteté, Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'étais très flatté. D'abord, puisque je vois que je suis tout seul ici, de mon espèce, de participer à cette presque cérémonie familiale que vous avez eue entre vous, entre l'armée et l'Église. Et j'ai trouvé ces relations entre l'armée et l'Église tout à fait exemplaires. Bien sûr, en France, on est très loin de tout ça. Mais pour moi, ça me marquera parce que je pense que c'est tout à fait remarquable que dans la Nouvelle-Russie, vous ayez réussi à organiser cette coopération entre la force militaire d'une part et la force spirituelle d'autre part, qui sont effectivement tout à fait complémentaires. Et à ce moment-là, le patriarche essuie une larme et déclare dans le micro « C'est bien la première fois que j'entends un occidental dire quelque chose d'intelligent. » Et apparemment ça lui avait beaucoup plu, puisque quelques jours après, il m'a reçu en tête-à-tête
Et il m'a offert une espèce de lettre, diplôme en quelque sorte, que j'ai encore à la maison. On m'a dit que c'est un privilège extraordinaire d'avoir une lettre de sa sainteté, évidemment. Alors, pourquoi je vous raconte cette anecdote? C'est pour montrer le lien qu'il y a entre, d'abord l'importance de l'armée en Russie, puis ensuite le lien qu'il y a avec l'Église orthodoxe, qui est un lien quand même assez étroit. Donc ça c'est le premier point, et ça va bien expliquer, je pense, la suite sur la personnalité de Vladimir Poutine. Poutine, donc, je voulais insister là-dessus, c'est donc un officier, avec les qualités et les défauts de l'officier sans doute, mais si vous voulez, ça tranche complètement sur le personnel politique antérieur, qui était un personnel d'anciens fonctionnaires communistes devenus capitalistes, et souvent devenus carrément gangsters. Bon, sous Yeltsin, tout le monde sait que tout s'achetait, tout se vendait, c'était une vraie catastrophe, un peu comme dans l'Ukraine d'ailleurs. Ça continue en Ukraine, d'ailleurs ça n'a jamais cessé. Parce que le gros problème de l'Ukraine, c'est qu'elle n'a pas une caste de militaires comme ça. Il n'y a que les oligarques, c'est-à-dire les financiers plus ou moins honnêtes, qui dirigent le pays. En Russie, vous avez cette caste d'oligarques, c'est vrai, mais vous avez aussi, si on peut appeler ça, une caste militaire qui est restée tout à fait solide, qui a survécu à l'effondrement du communisme, qui s'est reconvertie et qui aujourd'hui joue un rôle majeur dans la direction du pays. Si vous regardez la composition du gouvernement français et du gouvernement russe, vous apercevez que la composition professionnelle n'est pas du tout la même. Il y a un peu de tout, bien sûr, dans un gouvernement, quel qu'il soit, mais dans le gouvernement russe, vous devez avoir la moitié d'anciens officiers. À commencer par Ivanov, le chef d'administration présidentielle, qui joue un rôle presque plus important que le Premier ministre. Le Premier ministre, lui, n'est pas un officier, hein, c'est Medvedev, il fait partie des économistes et des juristes, donc des fonctionnaires civils, on pourrait dire. Mais les officiers représentent peut-être la moitié des ministres, hein, facilement. Et on en retrouve beaucoup parmi les parlementaires, etc. En France, maintenant, c'est zéro. Non seulement on n'a pas d'officiers au gouvernement, non seulement on n'en a pratiquement pas au Parlement non plus, sauf peut-être un que j'ai oublié, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis, par-dessus le marché, au ministère de la Défense lui-même, les militaires ne dirigent plus rien en France, il faut le savoir. Ça s'est aggravé de façon considérable depuis quelques années. Et quand on a écrit le livre blanc sur la défense, qui est le programme pluriannuel de stratégie de l'armée française pour les années qui viennent, eh bien, tous les postes clés de la commission qui a rédigé ce livre blanc étaient composés d'anciens élèves de l'École nationale d'administration. Et il y avait quelques officiers, certes, et il y en avait un, je crois, qui dirigeait une commission sur les 4, les postes clés au sein du ministère sont tenus par des fonctionnaires civils maintenant. Et les officiers sont considérés comme des exécutants, si vous voulez, opérationnels, et on essaie de réduire au maximum leur influence. Je pense que c'est désastreux, je vous le dis très franchement. Moi-même qui suis un énarque, je pense que c'est très mauvais, parce que la psychologie d'un militaire est très différente de celle d'un fonctionnaire civil. Il n'apprend pas les mêmes choses d'abord, hein, et puis un fonctionnaire civil, alors ça je peux en parler parce que j'en suis un d'origine, c'est du droit et de l'économie, on fait du droit, beaucoup de droit et un peu d'économie, je dirais. Bon. Mais le gros défaut de la formation de l'ENA en France, c'est qu'il n'y a pas de formation psychologique, il n'y a pas de formation humaine. On ne fait quasiment pas d'histoire, ou très très peu. Pas de philosophie, pas de belles lettres, donc formation humaniste très faible. Et l'expérience, vous me direz, pourrait compenser ça, mais l'expérience consiste pour les 3/4 des anciens élèves de l'ENA à travailler dans des ministères, à rédiger des textes de loi. Donc c'est une vision abstraite des choses. Ils ne se voient qu'entre eux. Les énarques, une caractéristique, c'est qu'ils ne se voient qu'entre eux, qu'entre hauts fonctionnaires. Ils ne connaissent pas du tout la population, on ne les voit pratiquement pas. Autrefois, dans la vie politique en France, vous aviez des médecins. Un médecin, il sait ce que c'est que la souffrance humaine, hein, il en voit tous les jours. Bon. Il y avait des avocats. Les avocats, ils traitent de questions concrètes, personnelles des gens. Il y avait des officiers, justement. Mais un officier, surtout en temps de guerre, est amené à voir ses troupes souffrir. Il est amené à remonter le moral des troupes, etc. Donc la psychologie est quelque chose d'essentiel chez l'officier. Donc toute une série de professions qui jouent un rôle important dans la politique autrefois. C'était avant tout des meneurs d'hommes, c'était des gens qui comprenaient la psychologie, qui connaissaient les hommes, qui connaissaient aussi l'histoire de la patrie, avec donc parce que l'histoire et les belles lettres, la philosophie, la psychologie, tout ça, c'est une culture humaniste, si vous voulez, qui vous aide à pouvoir gouverner un pays. Et tout ça a complètement disparu, parce que l'essentiel des hommes politiques aujourd'hui est des plus importants. Il y a des exceptions, mais en général, ce sont des technocrates, sont des hauts fonctionnaires, qui peuvent être brillants dans leur domaine, qui peuvent être de bons juristes. Encore que je crois que c'est très mauvais pour un homme politique de n'être que juriste, et de ne pas avoir d'autres formations, et notamment une formation historique et philosophique. Ça. Alors en Russie, c'est complètement différent. Donc il faut bien voir que Poutine, il est l'expression, si vous voulez, d'une catégorie d'officiers, en plus hautement intellectualisés, parce que c'est le KGB, justement, qui est devenu le FSB maintenant. C'est pareil, c'est les services secrets
d'information, et c'est l'élite intellectuelle de l'armée, si je puis dire. Et c'est important de savoir ça, parce que quand Yeltsin a terminé sa carrière, si je puis dire, dans l'humiliation nationale, il faut bien dire, c'était une catastrophe, et dans l'alcool aussi, à titre personnel, les milieux dirigeants de la Russie se sont bien sûr préoccupés de la succession d'Yeltsin. Et c'est comme ça que Poutine a été mis en avant, et je pense que Poutine a été choisi par l'état-major, le grand état-major militaire et le grand état-major du FSB pour prendre la succession. Et donc, je vous dis ça, c'est parce que tout de suite ça répond peut-être à une question qui pourrait venir à votre esprit, c'est si Poutine disparaît, qu'est-ce que devient la Russie? Mais à mon avis, si Poutine disparaît, après tout il a disparu 10 jours, là. Je vous signale qu'il est revenu d'ailleurs, hein, au cas où on ne vous l'aurait pas dit, il est revenu, il était tout simplement dans sa maison de Valdaï. Et donc, si Poutine disparaît, ben, vous aurez un autre Poutine qui sera forcément différent, bien évidemment. Mais vous aurez une personnalité qui viendra des mêmes milieux militaires, des mêmes milieux très attachés à la patrie, au service de l'armée, liés très probablement aussi à l'Église orthodoxe, j'y reviendrai. Et donc le régime continuera sur sa lancée avec des hommes probablement de la même trempe. On en connaît quelques-uns déjà qui commencent à se... Je vous en citerai deux, mais je n'ai pas de secret du Kremlin particulier à vous dévoiler. Hein. Mais je pense à deux personnes, parce qu'on me les a souvent cités en Russie, et ça fait partie des gens qui pourraient un jour peut-être succéder à Poutine si c'est nécessaire. Bon, c'est pas d'ordre du jour pour l'instant. Je pense à deux personnes qui sont, d'une part le ministre de la Défense, M. Shoigu, qui est un général d'armée, alors pour le coup, mais qui pourrait accéder à des fonctions très importantes, parce qu'il a très bien réussi dans tous les postes qu'il a eu dans le passé. Ça fait des années qu'il est ministre. Maintenant, il est actuellement ministre de la Défense. Et puis l'autre, c'est Dimitri Ragozine, que je connais un peu, qui a été le chef d'un petit parti à l'origine qui s'appelait Rodina, c'est-à-dire la patrie, ça veut tout dire. Et Ragozine a été longtemps ambassadeur de la Russie auprès de l'OTAN, ce qui n'est pas une tâche très facile, comme vous le devinez. Et en tant qu'ambassadeur auprès de l'OTAN, il a eu quelques déclarations qui ont provoqué souvent des scandales dans la presse occidentale, notamment une fois où quand les Américains parlaient d'installer des missiles antimissiles aux portes de la Russie, il a dit il faudrait tout de même que les Occidentaux, ces mauvais chasseurs, n'est-ce pas, arrêtent d'agacer systématiquement l'ours en tournant tout le temps autour de sa tanière, parce qu'il pourrait arriver un jour que l'ours sorte de sa tanière et à ce moment-là, il bottera le cul de tous ces mauvais chasseurs. Alors tout le monde a dit « Oh, quel vocabulaire, c'est pas diplomatique, qu'est-ce que c'est que cet ambassadeur, etc. » Mais enfin, ça vous donne une idée du personnage. C'est pas un personnage qui non plus se laisse impressionner. Et alors, depuis, il n'est plus ambassadeur à l'OTAN, il est actuellement ministre de ce qu'on pourrait appeler le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire des industries de défense russes. Voilà, alors pour citer deux personnes, hein, il y en a d'autres, vous noterez que je n'ai pas cité Medvedev, non pas que j'ai quelque chose contre lui, mais lui c'est un juriste, c'est différent, il est plus classique, les Occidentaux l'aimaient bien parce qu'il ressemblait plus à ce qu'on connaît nous, tandis que c'est militaire politisé, si vous voulez, ou c'est politique militarisé, c'est une espèce qui a à peu près disparu chez nous, depuis la Seconde Guerre mondiale, où il y en a eu beaucoup, il y a eu Franco, il y a eu De Gaulle, il y a eu pas mal de gens qui faisaient de la politique et de l'armée en même temps, mais aujourd'hui ça s'est perdu. Alors en Russie ça s'est pas perdu du tout. Donc, c'est pour ça que je me suis permis d'insister un peu longuement peut-être sur ce point, mais on ne peut pas comprendre Poutine si on ne comprend pas que c'est un officier et qu'il exprime aussi les idées dominantes de cette caste d'officiers qui aujourd'hui contrôle le gouvernement russe très largement, très largement. Alors, deuxième caractéristique de Poutine, complètement différente de la première, et qu'on oublie tout le temps, et que les Occidentaux font exprès d'oublier d'ailleurs, parce que ça ne cadre pas. Le côté que je viens de vous dire, là on insiste dessus, on ne dit jamais que c'est un officier, on dit toujours que c'est un type du KGB, un ancien du KGB, donc ça sous-entend communiste, et ça sous-entend espion, donc un sale type, quoi. Bon, deuxième, je dirais, volet de la personnalité de Poutine, outre le sportif et l'officier, ça va ensemble, c'est l'économiste. Alors oui, il a fait effectivement des études d'économie à l'université de Saint-Pétersbourg. Il a été l'adjoint de Sobchak, le ministre, professeur d'économie d'ailleurs, et qui a été maire de Saint-Pétersbourg. Et il était donc très proche de Sobchak, il était son adjoint en relations internationales, donc il s'occupait des affaires internationales et donc des affaires économiques de la ville de Saint-Pétersbourg. Il a écrit une thèse à l'époque,
paraît-il qu'il est absolument impossible de mettre la main dessus, je ne sais pas pourquoi, mais enfin cette thèse a disparu. Il a fait une thèse sur le port, le développement du port de Saint-Pétersbourg, qui est une thèse de sciences économiques en fait, hein. Donc c'est un économiste aussi. Et alors là, c'est un économiste, ça peut peut-être vous surprendre, mais je dirais que c'est un économiste, faute de trouver un meilleur qualificatif, qui est plutôt libéral. Bon, c'est-à-dire il est très anticommuniste, très antisocialiste, il est très favorable à la libre concurrence, à la libre entreprise. Et d'ailleurs, les grandes lignes de la politique russe, si vous écoutez bien les discours économiques de Poutine, c'est ça. C'est-à-dire que, bien sûr, on veut préserver les intérêts nationaux, on veut empêcher certains accords industriels avec l'Occident qui pourraient menacer l'indépendance de la Russie, comme c'était le cas à l'époque d'Yeltsin, où les grandes compagnies pétrolières américaines cherchaient à mettre la main sur le pétrole et sur le gaz russe. Alors là, il y a des interdits qui sont arrivés de l'État, qui sont arrivés de Poutine. Il a voulu remettre à sa place un certain nombre d'oligarques qui faisaient des choses qu'il considérait comme malsains, notamment sur le plan social. Alors il y a un petit sketch que vous avez peut-être vu à la télévision qui est assez extraordinaire, où on voit Poutine au milieu d'industriels, dans une zone où on ferme des entreprises, où on met des ouvriers au chômage. Et Poutine veut obliger ces industriels à conserver ces ouvriers parce que ce sont des entreprises qui en même temps font beaucoup de profit. Hein, je veux dire. Comme elles font beaucoup de profit, il estime donc qu'il n'y a pas de raison de mettre les gens au chômage. Et il fait donc signer un protocole à ces industriels. On le voit, on peut le retrouver sur Internet. On voit ce sketch, donc on voit Poutine en train de faire signer cet accord. Les industriels font tous des têtes d'enterrement. Et il y en a un qui ne signe pas. Et Poutine le repère et lui dit là-bas, toi, camarade, là, tu n'as pas signé ce papier. L'autre dit non, je vois pas ta signature. Viens ici signer ça tout de suite. Alors le type arrive, penaud. Il signe le papier devant Poutine. Et puis il s'en va, et à ce moment Poutine lui fait « Mon stylo, rendez-moi mon stylo immédiatement. Vous avez pris de bien mauvaises habitudes, cher ami. » Et alors le sketch s'arrête là-dessus. Bon. Mais ça montre aussi une certaine ambiance, si je puis dire. Alors cela dit, donc Poutine, il est tout à fait prêt à faire peser l'autorité de l'État sur les entreprises quand ça lui paraît nécessaire pour défendre les intérêts nationaux, mais fondamentalement, sur le plan des principes généraux, il est plutôt pour une certaine liberté économique, pour la liberté de l'entreprise et pour le développement de l'esprit d'entreprise. Et ça se voit d'ailleurs au résultat, c'est que le niveau de vie de la Russie a doublé en 10 ans, que plein d'entreprises françaises sont parties là-bas. Vous avez 1500 entreprises françaises qui travaillent avec la Russie. Alors je dirais tout de suite, on n'est pas les premiers, les Allemands, ils ont 3500 entreprises qui travaillent avec la Russie. Mais c'est beaucoup. Et par contre, les Russes investissent peu en France, hein. C'est 10% de ce que nous on investit là-bas chez eux. Mais si Total, une pensée pour feu Marjorie, qui est mort dans un accident d'avion, enfin de piste si vous voulez, qui était un des plus grands chefs d'entreprise français favorables à la coopération avec la Russie. Donc des entreprises comme Total, comme Auchan, comme Danone, comme Renault, donc des entreprises énormes, ont investi en Russie massivement, ont des dizaines, des centaines de milliers d'employés même. Si j'allais oublier la filiale de la Société Générale, la Rosbank, qui est la deuxième banque de Russie, qui est une banque française en fait, enfin une filiale d'une banque française. Toutes ces entreprises françaises sont parties là-bas, font énormément de bonnes affaires là-bas, et vous doutez bien que si la Russie était ce qu'on décrit parfois, c'est-à-dire un pays de voyous, de gangsters comme l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'est ça, mais si c'était un pays de voyous, de gangsters où le droit n'est pas respecté, je ne vois pas pourquoi tous ces chefs d'entreprise seraient masochistes au point d'investir là-bas. Il est bien évident, moi je connais d'ailleurs même des députés français qui ont acheté un appartement à Moscou. S'ils ont acheté un appartement à Moscou, c'est parce qu'il y a aujourd'hui un droit de propriété qui est respecté. Ils ne sont quand même pas complètement fous. N'achetez pas un appartement dans un pays où un dictateur, le lendemain, peut vous l'enlever et vous le confisquer. Bon, ça a été comme ça autrefois en Russie, hein, notamment au moment de l'effondrement soviétique, il y a eu une période de gangstérisme où c'était comme ça. Mais aujourd'hui, le droit est rétabli, c'est tout à fait différent. Vous avez même une loi très très sévère, dont on ne parle jamais en Occident, bien sûr, contre la corruption. C'est comme on veut absolument démontrer que la Russie est un pays corrompu où il n'y a pas de droit, etc. Donc on n'en parle pas. Mais il est bien évident que s'il y a tellement d'entreprises françaises qui s'engagent là-bas, c'est qu'elles ont des garanties. Sinon, elles n'iraient pas. Et en plus, elles font beaucoup de profit. Je citerai encore deux cas. C'est Servier, je viens d'y penser brusquement. Laboratoire Servier, qui ont beaucoup investi là-bas. Et puis une autre, alors que vous ne connaissez pas, une entreprise qui fabrique des toits de villas, des toits de maison. Et le chef d'entreprise me disait, moi je fabrique des toits de maison. Alors j'ai commencé en France, j'ai une entreprise dans la vallée du Rhône, mais qui ne me rapporte pas grand-chose parce que les charges sont tellement lourdes en France, entre les charges, les obligations diverses, les impôts, etc. J'arrive juste à équilibrer mes affaires. Mais j'ai une filiale en Russie où je fabrique aussi des toits de maison et je tire de cette filiale 90% de mes profits. C'est pour ça d'ailleurs, ça vous explique pourquoi d'ailleurs le patronat français est tellement hostile aux sanctions.
Et le patronat allemand aussi d'ailleurs. Tous les patronats européens sont hostiles aux sanctions parce qu'ils veulent le développement des relations économiques avec la Russie, parce que la Russie est prospère, elle est pleine d'avenir sur le plan économique. Même si parfois les journalistes disent le contraire. C'est pas du tout ce qu'on prétend. En disant Alain Juppé, je suis désolé pour lui, enfin je pensais qu'il était un peu plus intelligent quand même. Je le connais très bien, hein, je le tutoie, je le connais très très bien. Mais Alain Juppé dit un jour, oui, la Russie, de toute façon, on n'a pas tellement à s'en préoccuper, en tout cas sur le plan économique, car ça n'est rien d'autre qu'une deuxième Arabie Saoudite. Bah, je suis désolé, l'Arabie Saoudite d'abord n'a que peut-être une vingtaine de millions d'habitants. Là, il y en a quand même 150, c'est pas le même poids. Et ensuite, surtout, la Russie est un pays de très très haute technologie. Actuellement, quand vous voulez envoyer des hommes dans l'espace, il n'y a qu'une seule fusée qui permet de le faire, c'est la fusée russe, Soyouz, puisque les Américains ont renoncé à ce genre d'opération. Vous avez plein de domaines d'ailleurs, parce qu'ils sont très mauvais par contre pour faire leur propagande, contrairement aux Américains. Alors par exemple, vous ne savez peut-être pas que Google, bon tout le monde connaît Google, le moteur de recherche d'origine américaine qu'on utilise tous, ben, les Russes ils en avaient un 2 ans avant nous. À l'époque Google n'existait encore pas, il y avait Yandex qui existe toujours d'ailleurs, qui était le principal moteur de recherche sur les ordinateurs russes. Autre exemple, alors ça vous le connaissez probablement, parce que si vous avez presque tous ici les ordinateurs, vous avez un antivirus presque obligatoire qu'on vous met d'office qui s'appelle Kaspersky, puisqu'on prononce à l'anglaise, mais Kaspersky. Et cet antivirus Kaspersky, c'est un brevet russe, en réalité c'est une entreprise totalement russe. Et ils sont les leaders de la protection informatique antivirus. Donc c'est de la très 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 haute technologie. Pour vous prendre 2-3 exemples. Hein. Enfin bon, le but ce soir n'est pas de parler d'économie. Mais ceci pour vous dire donc que c'est une économie dynamique, une économie où les impôts sont très bas par rapport aux impôts français. La pression fiscale en Russie, c'est à peu près la moitié de la pression fiscale totale que nous avons en France. L'impôt sur le revenu, pour vous donner une idée, ils ont adopté la flat tax qui était préconisée par les économistes et prix Nobel d'économie libéraux américains, c'est-à-dire un taux unique. Quel que soit l'argent que vous gagnez, vous payez toujours 13% en Russie, toujours 13%. Que vous gagnez un salaire moyen ou que vous gagnez des milliards, vous ne paierez que 13%. Bon, ben en France c'est évidemment complètement différent. Bon, et dans la plupart des pays occidentaux d'ailleurs. Ce qui fait que vous avez évidemment beaucoup de fortunes qui sont développées à cause de ça. Mais ça permet aussi de réinvestir et ça permet de relancer la croissance. Vous avez un autre domaine où la Russie est considérée comme assez libérale, entre guillemets, c'est le droit du travail. En Russie, on peut assez facilement licencier quelqu'un, un peu comme aux États-Unis, si vous voulez. Le résultat, c'est que les entrepreneurs n'ont pas peur d'embaucher. Et le résultat, c'est qu'il n'y a pas de chômage, hein, enfin très peu. Vous avez 5% de chômeurs actuellement au plus fort de la crise. À Moscou, c'est à peu près 0%. Nous, en France, nous avons 10%, comme vous savez. Et chez les jeunes de moins de 25 ans, en France, vous avez 25% de chômeurs. Bon. Ben, ce drame du chômage qui frappe d'ailleurs toute l'Europe maintenant, et toute l'Europe du Sud notamment, puisqu'on atteint des taux très élevés en Espagne, en Italie, etc. Et surtout chez les jeunes, ce qui est particulièrement dramatique. Là-bas, ce n'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, c'est même tellement peu le cas que même encore maintenant, vous avez une immigration qui pose des petits problèmes marginalement d'Asie centrale, de gens qui viennent gagner de l'argent en Russie, parce qu'en Asie centrale, évidemment, ils n'en gagnent pas. Hein. Des gens d'Azerbaïdjan, qui évidemment parlent russe, parce qu'à l'époque soviétique, ça faisait partie de l'Union soviétique. Ensuite, ce sont des musulmans en général, et ils viennent donc en Russie pour gagner de l'argent, parce que l'économie marche bien. Alors, Poutine, face à la crise économique qu'il connaît depuis 1 an maintenant, c'est la chute du prix du pétrole et la chute du rouble qui est liée. Face à et une croissance économique donc, qui est tombée à 0,6 l'année dernière, enfin c'est un petit peu mieux que nous, hein, à vrai dire, donc c'est pas si catastrophique que ça, mais l'année qui vient sera sans doute assez mauvaise. Donc face à cette situation économique assez mauvaise, il n'a absolument pas voulu utiliser des méthodes autoritaires. Parce qu'il y a chez lui évidemment une fraction de l'administration qui a dit il faut fermer, contrôle d'échange, on surveille tout, l'État se remet à mettre la main sur... Il a dit non, on continue à jouer les règles de l'économie de marché et de l'économie de concurrence, et simplement on fera quelques stimulants par-ci par-là, etc. Mais l'économie russe doit s'adapter aux nouvelles conditions de la concurrence, créer des industries dans des secteurs où on n'en avait pas, où on ne pourra plus importer d'Europe. Et donc ça va accélérer, je dirais, la mutation industrielle de la Russie. Et en fait, ces sanctions vont nous rendre service. Alors pour tenir un discours comme ça, c'est le discours qu'il a tenu à Valdai quand je l'ai vu à Sochi, ces sanctions vont nous rendre service sur le plan économique, puisqu'elles nous forcent à nous diversifier et à innover plus vite que nous ne le prévoyions à départ. C'est un discours effectivement qui n'est pas socialiste, c'est un discours de liberté économique. Donc c'est un deuxième aspect de Poutine, c'est cet aspect-là qui est souvent un peu ignoré. Le troisième aspect, son positionnement politique. Bon, alors là, vous allez me dire, c'est le plus important, bien sûr. C'est pas du tout ce qu'on croit.
Alors au début, moi d'ailleurs, quand on a commencé à me dire ça, j'avais un peu de mal à le croire. Mais vous savez, Poutine c'est un centriste. Ah bon? Un centriste, c'est-à-dire qu'il est au centre de l'opinion publique russe. Mais c'est parfaitement exact. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a sur la gauche et sur la droite de Poutine des gens évidemment qui ne partagent pas tout à fait ses idées et qui sont très nombreux. Et il y a énormément de gens, il y a peut-être la moitié de la population russe qui est beaucoup plus à droite, beaucoup plus patriote, beaucoup plus conservatrice que Poutine lui-même. Il se situe au centre à peu près de la société russe. Alors sa popularité était traditionnellement assez forte, puisqu'aux dernières présidentielles, il avait fait 65% des voix, il est passé au premier tour quand même. C'était l'époque justement où il y avait encore pas mal de critiques contre lui. Mais là, maintenant, depuis l'annexion de la Crimée, qui évidemment a été ressentie comme une fierté nationale par tous les Russes, puis ça s'est fait sans qu'il y ait une goutte de sang qui coule quand même, il ne faut pas l'oublier. Depuis l'annexion de la Crimée, il a des taux calculés par les instituts d'opinion et de sondage occidentaux, hein, donc c'est pas de la propagande. 86% sont favorables à Poutine. Moi-même, la semaine dernière, j'étais avec un professeur de philosophie qui n'était pas très favorable à Poutine, d'après ce qu'il m'a dit, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il m'a dit, moi maintenant, depuis l'annexion de la Crimée, évidemment, je suis pour Poutine. Il me dit, mais comme tout le monde, à peu près comme tout le monde. Bon. Donc il est très bien vu, mais il se situe, je dirais, à peu près au centre de l'opinion russe. Alors simplement, ce qu'il y a, c'est que le centre de l'opinion russe n'a rien à voir avec le centre de l'opinion publique française. C'est-à-dire qu'en Russie, les valeurs sociales, mais courantes, banales, etc., sont à droite de celles du Front National en France. C'est la société qui est comme ça, toute la société tout entière. Moi, j'étais frappé par une chose, je donne des cours et je vais en redonner la semaine prochaine à Novgorod. Velikiye Novgorod, c'est une très très jolie ville d'ailleurs, trop peu connue. C'est une des plus vieilles villes de Russie avec Kiev. Hein. C'était avant l'invasion mongole au XIIIe siècle. C'est les deux anciennes capitales de la Russie, Kiev et Novgorod. Et Novgorod, Velikiye Novgorod, puisqu'il y a deux Novgorod, Velikiye Novgorod, je donne des cours de sciences politiques là-bas. Et je les donne en français, ensuite c'est traduit en russe devant des étudiants qui sont en 4e année à peu près, en maîtrise si vous voulez. Des étudiants donc qui ont 20, 22 ans par là, des jeunes filles, des jeunes gens. Et puis on dit bah maintenant c'est l'heure des questions. Alors posez des questions à Monsieur Blot. Alors je m'attendais à des questions sur mon cours. Il y en a eu d'ailleurs après. Mais les premières questions, ils m'ont dit excusez-nous, c'est des questions qui ne portent pas directement sur votre cours, mais on ne peut pas s'en empêcher. Monsieur Blot, comment vous arrivez à vivre dans un pays aussi décadent que le vôtre, où il y a le mariage homosexuel? Comment vous supportez des choses pareilles? Alors j'ai dit, excusez-moi, d'abord j'y suis pour rien, c'est pas moi qui l'ai voté. Et ensuite, bah, il y a quand même une résistance en France. Vous avez vu, il y a eu des grandes manifestations de rue, etc. Vous avez dû l'apprendre. Donc tous les Français ne sont pas d'accord, bien sûr, avec ça. Alors, réponse des étudiants, oui, d'accord, bon, évidemment, il y a une opposition à cela, mais c'est tellement monstrueux, n'est-ce pas, ce qu'il y a chez vous, c'est tellement monstrueux, on est horrifié, épouvanté, etc. Et c'était vraiment leur première réaction, je dirais, viscérale, des jeunes gens, des jeunes filles d'une vingtaine d'années, quoi. Hein, bon, d'ailleurs, ce qui est frappant quand vous allez dans les universités russes, c'est qu'il n'y a pas un mégot de cigarette par terre, il n'y a pas un papier qui traîne, il n'y a pas le moindre tag nulle part, tout est d'une propreté absolument... Alors je connais, en France ça existe aussi, hein, je donne des cours à l'Institut catholique de Rennes, où c'est comme ça. Mais c'est l'Institut catholique de Rennes, bien sûr, hein, qui n'a pas le droit d'ailleurs de s'appeler université, parce que dès que c'est catholique, le mot université est réservé à l'État. Ce qui est une marque de mesquinerie assez frappante d'ailleurs de notre système. Là-bas, donc, il y a l'université Saint-Yron, effectivement, mais j'étais aussi à l'université d'État, et elle est aussi en très très bonne... Très bonne situation. Donc Poutine, si vous voulez, c'est pas du tout un extrémiste qui cherche à entraîner son peuple dans des aventures extrêmes, pas du tout. Il est le représentant, en fait, de valeurs et de politiques que l'immense majorité de la population souhaite. Le club de Valdai, qui est un club d'experts qu'il a créé il y a 10 ans, donc, dont j'ai l'honneur de faire partie maintenant depuis quelques mois, a fait une brochure très intéressante, malheureusement elle n'existe pas en français, il faudrait la traduire, elle n'existe qu'en russe et en anglais, sur l'identité nationale russe. Et il y a beaucoup de sondages dans cette brochure, et notamment il y a un sondage où on demande aux Russes, est-ce que vous vous sentez patriote? Très patriote, peu patriote, pas patriote du tout. Résultat, 81% des gens se disent très patriotes. Bon. Alors, je ne sais pas quel est le pourcentage français, hein. J'espère qu'il n'est pas trop bas quand même, mais je ne pense pas qu'il soit de cet ordre-là. Donc il y a un décalage très grand. Le décalage, vous le voyez dans la vie de tous les jours, même si vous allez en Russie. Vous prenez un taxi, bon, bah, votre taxi, 3 fois sur 4, il y a des icônes autour de des icônes religieuses autour du volant, bon, qui représentent la Mère de Dieu, la Vierge Marie ou le Christ.
Bon, en France, vous pouvez tomber sur un taxi où il y aura un chapelet et une croix, mais c'est rare hein, quand même, c'est assez rare. Bon. Donc vous avez une ambiance qui est complètement décalée, c'est-à-dire que c'est une société traditionnaliste. Vous demandez aux Russes, vous êtes quoi religieusement? Vous avez 6% de gens qui disent on est athée. Vous vous rendez compte? 6%, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. En France, ça doit faire entre un tiers et la moitié de la population, ça n'a rien à voir. Et quand vous pensez qu'ils ont été communistes pendant 70 ans, c'est quand même assez incroyable de voir ce retournement inimaginable. Les 6% de gens qui disent qu'ils sont athées, vous en avez à peu près 75 à 80% qui disent qu'ils sont orthodoxes. Alors il y a un mystère sur ce sondage d'ailleurs, il y en a 6% qui se disent musulmans. Or ethniquement, parce que la Russie c'est l'ancien empire des tsars quand même à bien des égards, donc il y a des Russes, mais les Russes forment les Slaves disons forment 85% de la population, il y a 15% d'autres ethnies. Qui sont souvent musulmans. Bon, pas toujours. Hein. Et vous avez aussi les bouddhistes, d'ailleurs. Vous avez 1 ou 2 millions de bouddhistes en Sibérie, en Bouriatie, en Kalmoukie, en Europe, d'ailleurs. Bon, mais disons le gros, il y a 4 religions considérées comme traditionnelles en Russie, qui sont l'orthodoxie, l'islam, le bouddhisme et le judaïsme. Bon, le judaïsme, il n'y a pas beaucoup de monde. Le bouddhisme, c'est très minoritaire, mais l'islam, il y a pas mal de monde. Voilà, alors ça c'est ethniquement, ça fait 15 millions. Mais si vous faites des sondages, vous demandez aux gens, vous vous définissez comment religieusement, ben, vous n'avez que 6%. Mais 6% c'est pas 15 millions, c'est beaucoup moins. Alors, ça fait la moitié moins. Donc ça veut dire qu'il y a la moitié des musulmans, quand vous leur demandez ce qu'ils sont, ils répondent pas qu'ils sont musulmans. Je ne sais pas ce qu'ils répondent. Enfin bon. Musulmans ethniques, je veux dire. Hein, Pour le Tatarstan, je sais qu'il y a une partie des musulmans tatars qui se sont convertis à l'orthodoxie. Je ne sais pas quel est le pourcentage. De toute façon, les Tatars nous surprendront toujours parce que c'est le principal peuple musulman de Russie. Ils sont 5-6 millions quand même, donc c'est pas mal. Beaucoup plus nombreux que les Tchétchènes, qui eux sont beaucoup plus remuants, bien sûr, comme vous le savez, qui sont 1,2 million. Mais les Tatars sont 5-6 millions. Et tout récemment, il y a l'autorité supérieure, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin le président du conseil des grands muftis du Tatarstan, qui a fait une déclaration à l'occasion du Xème centenaire de la mort de Saint-Serge de Rajdonège, qui est un des plus grands saints de l'histoire russe. Et à cette occasion, il a pris la parole à la télévision russe en disant « Je demande à tous mes coreligionnaires musulmans de prier », qui d'ailleurs envoie des troupes, si je puis dire, des sortes de mercenaires en quelque sorte, tchétchènes, pour combattre avec les séparatistes en Ukraine, contre le gouvernement de Kiev. Donc c'est vous dire quand même. Bon, alors, mais Kadyrov, pourquoi il se maintient au pouvoir en Tchétchénie? C'est parce qu'il y a eu d'abord la répression des islamistes, bon effectivement, des radicaux islamistes, mais il y a eu aussi une masse financière énorme qui s'est déversée sur Grozny. La ville a été entièrement reconstruite. Là, j'ai pas de photos sur moi, c'est dommage. Je vous aurais montré des photos de Grozny, vous seriez très surpris. C'est flambant neuf, avec des mosquées toutes neuves, etc. Et cette double politique, si vous voulez, a permis pour l'instant en tout cas, de résoudre le problème de la Tchétchénie. Donc les Russes ont une bonne connaissance, je crois, des problèmes de cohabitation avec l'islam, parce que bon, c'est une tradition historique très ancienne, et à la fois ils sont extrêmement répressifs et durs lorsqu'il le faut, mais en même temps ils savent aussi lâcher un peu de lest pour que les gens se sentent quand même bien, à un tel point qu'effectivement vous avez même des régiments musulmans de l'armée russe qui sont des régiments qui reçoivent un enseignement patriotique permanent, si vous voulez, et qui ne posent pas de problème de dissidence. Alors, je disais donc, oui, c'est ça, politiquement, Poutine se situe au centre. Alors, je dois dire que c'est très difficile d'arriver à décrire la vie politique russe comme on décrit la vie politique en France. Par exemple, j'ai été reçu la semaine dernière à Moscou, j'ai été reçu par un groupe de députés. Alors moi, je pensais que c'était les députés de Poutine, de son parti qui s'appelle Russie Unie. Ben, pas du tout. J'ai été reçu par un parti, on m'a expliqué que c'est un parti d'opposition de centre-gauche. Je ne sais pas pourquoi, c'est eux qui m'ont reçu d'ailleurs. Ils m'ont reçu parce qu'ils étaient très liés à l'église orthodoxe, paraît-il. Donc il s'appelle Russie Juste. Et on me dit oui, c'est l'équivalent, mais un équivalent religieux de ce que vous avez en France au centre-gauche, Parti socialiste. Et je dis mais ah bon, vous croyez que c'est vraiment l'équivalent? Bien, c'est peut-être pas vraiment l'équivalent parce qu'il y a eu des délégations du Parti socialiste français qui sont venues à Moscou. On leur a fait rencontrer des gens de Russie Juste. Et au bout d'une heure, ils s'étaient tripés complètement. Ils étaient d'accord sur rien. Et bon, donc c'est quand même autre chose. J'ai tenu mes discours habituels devant ces députés, qui étaient des discours, bon, qu'on appellerait en France terriblement réactionnaires.
et j'ai trouvé des gens qui étaient plutôt sur ma droite. Bon, et ça c'est censé être Russie Juste. Donc vous voyez, alors Russie Juste, il y a une sensibilité un peu sociale, ils insistent un peu sur la nécessité, je sais pas, de renforcer les systèmes de sécurité sociale, etc. En même temps, ils sont aussi patriotes que Russie Unie, et ils sont très attachés à l'église orthodoxe aussi, donc ça n'a vraiment rien à voir avec la gauche française. Bon. Vous avez comme autre parti, alors le principal parti d'opposition dont on ne parle jamais, parce qu'on déteste tellement Poutine ici, qu'on ne veut jamais dire que son véritable opposant c'est le Parti communiste. Parce que être anti-Poutine, ça voudrait dire on veut que Poutine s'en aille et soit remplacé par le principal parti d'opposition. Or, le principal parti d'opposition, c'est le Parti communiste, carrément. Oui, qui fait quand même encore 25% des voix, dirigé par Zyuganov. Et c'est pour ça, alors on vous dit, l'opposition, la grande opposition à Poutine, c'est M. Nemtsov, le pauvre qui a été assassiné, là. Ou alors, on vous dit, c'est M. Navalny. Mais M. Navalny, il n'a pas de parti politique quasiment, et il a fait, c'est vrai, 20 à 30% des voix à Moscou, ce qui était très bien, mais c'est un type complètement isolé en fait. Et les gens que l'Occident met toujours en avant comme étant les grands opposants à Poutine, électoralement, c'est des gens qui ne pèsent pas 5%, puisqu'ils n'arrivent pas à être députés à la Douma, au Parlement. Donc la vraie opposition, c'est le Parti communiste, mais on ne veut pas le dire. Parce que dire que l'opposition c'est le Parti communiste, ça voudrait dire il faut que Poutine reste. Bon, et comme on est anti-Poutine, on ne veut pas insister sur le fait qu'il y a cette opposition communiste. Bon, cette opposition communiste d'ailleurs, elle s'est considérablement, je dirais, elle est devenue considérablement révisionniste. C'est ainsi que, pour vous donner une idée, mais ça vous donne une idée du climat général de la politique en Russie. Donc je termine peut-être le panorama des partis en quelques mots. Donc vous avez Russie Unie qui fait plus de la moitié des députés, ça c'est Poutine. Vous avez Russie Juste, qui est le parti de centre-gauche. Vous avez le Parti communiste qui fait 25% des voix, qui est le deuxième grand parti. Vous avez aussi un quatrième parti qui est Zhirinovsky, qui est l'extrême droite de l'extrême droite, disons, par rapport aux critères français. Bon, ultranationaliste. Et voilà à peu près la composition du Parlement. Et le Parti communiste lui-même, si vous voulez, est très différent sans doute de ce qu'il a été autrefois. Et moi j'ai eu une des grandes surprises de ma vie déjà il y a une dizaine d'années, où on m'avait demandé d'aller voir le Parti communiste. J'étais député européen, hein, donc je devais voir tous les partis politiques russes. Et donc certains connaissent déjà cette anecdote sans doute, donc on me dit vous pouvez voir le numéro 2 du parti, ça sera intéressant pour vous parce que c'est l'idéologue. Je dis ah bah oui, je serais intéressé de discuter avec l'idéologue. M. Podberioskine. Et M. Podberioskine, qui est l'idéologue du Parti communiste, qui est le numéro 2 du parti, dans la hiérarchie du parti, ça l'embête de vous recevoir au Parti communiste, vous êtes quand même très marqué à droite, bon, et puis pour vous, c'est peut-être pas l'idéal non plus d'aller au siège du Parti communiste. Donc on propose un lieu plus neutre qui est le think tank, en bon français, le club de réflexion du Parti communiste russe. Alors je dis, ah bah oui, mais ça m'intéresse beaucoup. Bon, alors on va vous donner l'adresse, ce club de réflexion s'appelle Héritage spirituel de la Russie. Je dis quoi? Héritage spirituel de la Russie. Non, et ça c'est le... Vous vous trompez, non? C'est un club de droite. Ah non, 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 c'est le club du Parti communiste. C'est là où il y a tous les intellectuels du Parti communiste. Ça s'appelle Héritage spirituel de la Russie. Bon, alors j'y vais. Je trouve une jolie petite villa 19e, très bien restaurée, avec une plaque dorée, où on voit Saint-Georges terrassant le dragon. Donc ça avait remplacé Alphonse le marteau, si je puis dire. Saint-Georges terrassant le dragon, avec marqué à côté Héritage spirituel de la Russie. Je rentre dans le bureau du directeur, je vois des icônes partout. Il y avait presque autant d'images saintes qu'ici chez Frère Thierry, vous voyez. Alors je me dis, c'est quand même bizarre, est-ce que je suis bien au Parti communiste? Et alors, le patron arrive, alors lui, il ressemblait vraiment à un communiste, c'est-à-dire qu'il était tout gris. Tout était gris, son visage était gris, son costume était gris. Il ressemblait vraiment aux apparatchiks, vous savez, qu'on a vu autrefois à la télévision. Alors, il me reçoit très aimablement, je lui dis, monsieur, je suis très flatté d'être reçu par vous, mais je suis très surpris, je vous cache pas, de voir toutes ces icônes. Il me dit, ah bon, vous n'aimez pas ça, ça vous plaît pas? Ah, j'ai jamais dit ça. Non, non, elles sont très belles, c'est pas ça la question, c'est que je croyais qu'on était au Parti communiste. Il me dit, monsieur, je vous rappelle que vous êtes devant le numéro 2 du Parti communiste. Ben justement, c'est votre bureau, et c'est mon bureau. Ben, je suis étonné de voir des icônes dans le bureau du numéro 2 du Parti communiste. Excusez-moi de vous le dire comme ça spontanément, mais ça me surprend tellement. Mais pourquoi ça vous surprend? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Je comprends pas. Alors je dis, bah écoutez, pour moi, alors je suis sans doute un peu primaire, mais pour moi un communiste c'est un athée. Bon, au siège du Parti communiste français, il n'y avait pas d'icône, ni de crucifix, donc ça aurait été surprenant. Bon, ensuite, donc il me dit, mais vous parlez de quel communisme? Alors je dis, bah le communisme du Parti communiste français, que j'ai connu en France, puisque je suis aussi, j'étais député de Calais, donc qui est une ville communiste à l'époque. Et puis, je parle du communisme de l'ancienne Union soviétique, quoi. Oh, l'ancien régime, il me fait, l'ancien régime. Mais on a changé tout ça. Oh là là, vous n'êtes pas dans le coup. C'est très important, mais vous ne savez rien de ce qui se passe en Russie. Alors, c'était sous Yeltsin, hein, c'était avant l'arrivée de Poutine. Il me dit, mais il faut absolument que je vous mette au courant, parce que
vous naviguez complètement à contresens, vous n'êtes pas dans... En quelques mots, il me dit, je vais vous résumer en quelques mots, en fait il m'a tenu 3 heures, hein, mais il me dit, voilà, en fait, l'Union soviétique a été un échec total et le communisme a été un échec total, et notamment un échec sur le plan idéologique. Donc on repart à zéro, et on voudrait édifier la nouvelle Russie en prenant ce qu'il y a de bon en Occident, mais en ne prenant pas ce qu'il y a de mauvais. Je dis, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Il me dit, ce qu'il y a de bon, c'est la technologie, l'économie de marché, liberté d'opinion, choses comme ça. Ce qu'il y a de mauvais, c'est la moralité, la criminalité, les mœurs, tout ça, ça va pas du tout. Le manque de spiritualité, le matérialisme. Je dis, oui, ça, effectivement. Donc on cherche une troisième voie. Je dis, ça, la troisième voie, vous savez, beaucoup de gens l'ont toujours cherché, c'est difficile. Hein. Il me dit, non, mais la troisième voie, il ne faut pas la chercher dans l'abstrait, on n'y arrivera jamais. Il faut réfléchir sur cette troisième voie à partir du passé de la Russie. Et du passé intellectuel, spirituel et culturel de la Russie. Or, vous savez, chez nous, depuis un millénaire, la colonne vertébrale de toute la culture russe et de l'âme russe, c'est l'orthodoxie. Donc, nous, les communistes, on s'est dit, on ne peut pas comprendre l'âme russe si on ne retourne pas à nos racines orthodoxes. Et donc, on a commencé à faire des réunions, des commissions mixtes avec les dirigeants de l'Église orthodoxe et les dirigeants du Parti communiste. On fait des commissions mixtes pour essayer de trouver une doctrine commune. Alors, à l'époque, je suis tombé complètement des nues, ça me paraissait complètement aberrant. Bon. Puis après, j'ai vu la collaboration qu'il y avait entre le ministre de l'Intérieur et le patriarche, etc. Et petit à petit, j'ai compris qu'on était dans un cas de figure qui n'avait plus rien à voir avec d'abord avec l'Union soviétique, ça c'est sûr, mais même avec ce qu'on connaît en Occident. C'est-à-dire qu'officiellement, l'État russe est laïque, mais en pratique, il pratique une coopération extrêmement étroite avec l'Église orthodoxe, qui est appelée à construire des églises orthodoxes dans les casernes, comme vous l'avez vu, dans les commissariats de police, enfin dans tous les lieux publics, systématiquement. Et on favorise l'enseignement de l'orthodoxie. Alors, dans les ethnies, je dirais minoritaires, on favorise les religions minoritaires de la même manière. Mais si vous voulez, la masse orthodoxe est tellement importante qu'elle reçoit 80%, évidemment, si ce n'est pas 90%, des subventions de l'État. Effectivement, par exemple, au moment du discours, c'était pas cette année, c'était l'année dernière, au moment du discours du Nouvel An, Poutine a prononcé son discours dans une cathédrale orthodoxe, c'était je crois à Saint-Pétersbourg. Avec lui, il y avait le patriarche à ses côtés, pour présenter ses vœux à la nation russe. Bon, c'est comme si Hollande était avec l'archevêque de Paris, n'est-ce pas, à vous présenter ses vœux dans Notre-Dame. Bon, c'est assez surprenant. Bon, et tout est un peu comme ça. Le ministre de l'Intérieur m'avait fait visiter une exposition de tableaux au ministère de l'Intérieur en Russie. Alors je dis, ah bon, vous avez une exposition de tableaux dans le ministère de l'Intérieur? Il me dit oui. Il me dit, c'est une coutume soviétique, mais qu'on a gardée parce qu'elle nous paraît bonne, c'est que les policiers qui ont envie de faire de la peinture, on leur laisse quelques heures sur leur travail pour faire de la peinture. Ah bon? Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Alors ceux qui sont doués, on les sélectionne avec des concours, bon, et ceux-là, on leur laisse encore un peu plus de liberté, donc ils sont un peu moins policiers, un peu plus peintres. Puis à la fin, on finit par sélectionner une élite de peintres qui est sortie de la police, mais qui sont des bons peintres. Et il y a un jury qui donne un prix aux meilleurs peintres policiers de l'année. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le premier prix de cette année. Et on va dans une salle où il y avait les prix, et je vois le premier prix qui avait une couronne de laurier au-dessus du tableau. Et le tableau représentait quoi? Donc, tableau peint par un policier, bien sûr. Le tableau, c'était un portrait de Nicolas II, de la tsarine, sur fond de cathédrale de Moscou. Alors là, je dis au ministre de l'Intérieur, mais c'est incroyable. Il me dit, mais pourquoi vous me dites ça? Je dis, parce que je suis en train de penser, en France, en ce moment, c'est M. Chevènement, le ministre de l'Intérieur. Chevènement en train de donner un prix au ministère lui-même, dans le ministère, dans les salons du ministère, à un policier qui aurait fait un tableau de Louis XVI, représentant Louis XVI. Ah, je peux vous dire que c'est pas près d'arriver. Il me dit, ah bon Il me dit, ah non, pas... Ah oui, c'est vrai qu'en France, oui, vous avez un rapport assez étrange avec la Révolution française. Je dis étrange? Bah oui, vous avez l'air de lui trouver des vertus. Nous, la Révolution, pour nous, c'est totalement mauvais. Alors, ceci, parce que je vous décris un peu le climat général dans lequel travaille Poutine, parce que c'est ça aussi. Hein. Il n'est pas tout seul. Encore une fois, ce que je voudrais surtout bien faire comprendre, c'est que Poutine n'est pas un homme isolé, comme le croient certains Américains, qui s'imaginent qu'il y a un dictateur installé qui est là. À la limite, on l'assassine et le régime change et il devient un régime à l'occidental. Bon. Non, ça, je ne crois pas que ce soit possible, parce qu'il y a l'ambiance politique du pays. Alors, le dernier point, bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est les rapports avec l'Église, donc je dis, elles sont très très importants. On voit tout le temps le patriarche accompagner le président Poutine dans les cérémonies officielles, et un certain nombre de personnes officieusement vous diront que le deuxième personnage de l'État, c'est pas le Premier ministre Medvedev, mais c'est le patriarche. Bon.
Et le patriarche est sans arrêt consulté sur toutes les lois, notamment qui touchent à la moralité. Alors, vous avez, et qui touche à la famille notamment. Alors, il y a une politique pro-familiale en Russie qui prend des proportions qu'on n'imagine pas ici. D'abord, des subventions énormes. À la naissance du deuxième enfant, à partir du deuxième enfant, une famille russe reçoit une énorme somme de l'ordre de 7 à 8 000 euros. Mais sachant que les salaires en Russie sont la moitié des salaires français, donc vous imaginez ce que ça représente. Donc il y a d'abord une subvention. Alors ensuite, dès que quelqu'un a 3-4 enfants, etc., les emprunts qu'il a souscrits pour son appartement ou sa maison sont payés sont remboursés par l'État. Il n'y a plus d'emprunt. Bon, alors évidemment, avec des avantages financiers aussi énormes, si vous voulez, ça joue quand même un rôle sur la natalité nécessairement. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'ambiance morale aussi que l'on a voulu créer. Avec Sandrine, on a été une fois à l'ambassade de Russie, même 2 fois d'ailleurs. On a été invité à une fête tout à fait étrange pour les Français, qui s'appelle la fête du mariage, de l'amour et de la fidélité. C'est une fête d'État qui a été créée il y a 3-4 ans maintenant, sous la présidence de Madame Medvedev. Et c'est une fête qui a pour but de faire l'éloge sur tous les médias, etc., du mariage, de l'amour, de la fidélité, de la fécondité, et qui a pour but aussi de donner des prix honorifiques, si vous voulez, aux familles méritantes, au regard des critères que je viens de décrire. Alors, on s'est retrouvé à l'ambassade, il y avait là un certain nombre de familles qui étaient là, et le directeur culturel de l'ambassade a distribué donc les fameux prix, en nous expliquant d'ailleurs au passage que l'État russe était un État laïque, mais que l'Église orthodoxe avait tellement forgé la nation russe que c'était normal qu'il y ait sur l'estrade de l'ambassade les 2 saints qui symbolisent la fidélité conjugale dans la religion orthodoxe, c'est-à-dire Piotr et Févronia. Et il y avait les 2 saints, leur icône qui était sur la tribune à côté du directeur de l'ambassade. Bon, ça je vois pas très bien ça non plus dans une ambassade française, à vrai dire. Donc, si vous voulez, ça va quand même très très loin. Alors maintenant, évidemment, vous avez toujours des gens qui vont se poser la question, est-ce que tout ça, c'est pas de l'affichage? Est-ce que c'est pensé? Est-ce que c'est profond? Etc. Bon, alors on peut toujours évidemment se poser la question. Visiblement, vous avez une partie très importante de la population qui considère que les valeurs chrétiennes sont essentielles, ça c'est certain. Ensuite, quant à Poutine en personne, alors là, je ne peux pas en parler, personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la conscience de quelqu'un. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que il va très couramment, effectivement, suivre les offices religieux. On sait qu'il a parlé de son baptême secret qui avait eu lieu pendant l'Union soviétique, où sa mère lui avait donné une médaille religieuse qu'il porte toujours autour de son cou, et qu'il a tout le temps d'ailleurs, parce que souvent il se fait photographier avec un fusil d'assaut torse nu par exemple quand il va à la chasse, etc. Et on voit très bien la croix qui est là. On sait qu'il a un confesseur que je n'ai pas rencontré, mais il se peut qu'un jour je le rencontre parce qu'il en a été question, qui s'appelle le Père Tikhon. Le Père Tikhon dirige le monastère de la Sainte Rencontre à Moscou, et c'est le confesseur de Vladimir Poutine. On dit qu'il a une grande influence sur lui, et c'est lui qui, paraît-il, serait à l'origine des citations que Poutine fait, et dont a parlé tout à l'heure frère Thierry, citations qu'il fait d'un certain nombre de philosophes slavophiles ou orthodoxes, dont Ivan Ilyin notamment, qui semble être son auteur favori, ou Dostoïevski bien sûr. Donc voilà, je ne peux pas en dire plus, mais les apparences en tout cas sont là. On a l'impression. Et alors, je vous dirais quelqu'un qui va dans le sens de ce que je vous dis là, c'est Philippe de Villiers, avec qui j'ai dîné il y a 2 mois à peu près, qui me disait, tu sais, j'ai rencontré Poutine pendant 3 heures, il veut créer un puits du Fou en Russie, enfin 2 puits du Fou même, un auprès de Moscou, dans une forêt, et un deuxième en Crimée. Et au début de l'entretien que j'ai eu avec lui, j'ai eu vraiment l'impression d'être face au président de la Russie, bon, ce qui est déjà pas rien. Mais au bout de 3 heures, avec les discussions qu'on a eues, j'ai eu l'impression, bien sûr, j'étais toujours devant le président de la Russie, mais j'ai eu l'impression que j'étais devant le défenseur des chrétiens. Parce qu'il m'a tenu des discours sur la nécessité de lutter contre le sécularisme, de défendre le christianisme, notamment en Orient où il est persécuté, ce que disait tout à l'heure frère Thierry. Et donc, il se posait presque comme une espèce de chef politique, si vous voulez, de la chrétienté, en disant il faut faire des alliances en Occident, notamment rapprocher l'Église orthodoxe de l'Église catholique pour lutter contre le mal commun qui est le sécularisme et la démoralisation de la société.
Alors voilà, bon, pour un portrait, si vous voulez, de Poutine, si je puis dire, dans son jus social et religieux, hein, dans son entourage, parce qu'un homme n'est jamais totalement distinct de l'entourage qui est autour de lui. Les résultats, alors là je vais être plus bref parce que l'heure tourne, mais la réussite économique et sociale est assez évidente. Il suffit d'aller à Moscou d'ailleurs, c'est une ville très riche aujourd'hui, très riche, où il y a des embouteillages épouvantables d'ailleurs, ce qui prouve que les gens ont des voitures déjà. Le niveau de vie moyen est à peu près le 2/3 de celui qu'on a ici, parce qu'il partait de très bas. Il a été multiplié par 2 en moins de 10 ans. Et c'est une des raisons aussi de la popularité de Poutine, c'est cette très grande réussite économique. On va dire oui, la réussite économique, elle vient du pétrole et du gaz. En partie, oui. Mais c'est en partie seulement, parce que vous avez toute une industrie russe très poussée, très importante, qui ne se limite pas au gaz et au pétrole. Enfin, j'en ai dit un mot tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus. Les comptes financiers de la Russie sont très sains, le budget est en excédent, les impôts sont très bas, comme je vous disais, l'endettement de l'État est très faible. Alors il a beaucoup augmenté depuis un an, à cause de la crise économique qu'ils viennent d'avoir. Il est passé de 10% à 14% du PIB, mais enfin en France on est à 80-90%. Donc ça n'a, ou même 100, on peut dire. Donc c'est complètement différent. Donc la situation économique n'est pas mauvaise. Tout récemment, il y a une analyse du professeur Sapir qui est très juste, qui montre que il y a une crise, c'est vrai, indiscutablement, mais que les fondamentaux sont bons et que le pays est parti pour continuer sa croissance. Et d'ailleurs, moi je vois le patronat franco-russe, disons que je vois, ils veulent continuer absolument à se développer en Russie, malgré les sanctions. Parce qu'ils pensent qu'il y a des marchés énormes à conquérir, parce que donc ils ont confiance dans l'avenir de la Russie. S'ils n'avaient pas confiance, ils ne feraient pas ça, évidemment. D'ailleurs, il y a un truc un peu stupide, je veux dire, qu'on entend de temps en temps dans les journaux occidentaux, alors notamment ça vient souvent de Washington, disant qu'il faut isoler la Russie, économiquement. Mais isoler la Russie, regardez, il suffit de regarder un globe terrestre. Comment voulez-vous isoler un continent? C'est aussi grand que l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Vous ne pouvez pas isoler la Russie comme on isole la Belgique ou la Suisse. Enfin, c'est complètement idiot. Et même en admettant qu'on crée une frontière étanche, ce qui serait catastrophique, mais enfin, il y en a qui voudraient ça, entre l'Europe occidentale et la Russie se tournera vers l'Inde, vers la Chine, où elle a aussi des marchés considérables. Donc, et de toute façon, elle le fait. Bon. Deuxième remarque, en dehors de la réussite économique, la réussite politique est évidente, c'est la stabilité du pays. Alors, on reproche ça, bien sûr. Stabilité, il paraît que c'est très mal, ça veut dire que c'est une dictature. Mais enfin, des gens qui ont été réélus 3-4 fois président de la République, il y en a eu en Occident, hein, à commencer par Roosevelt aux États-Unis. Bon, maintenant c'est plus possible, puisqu'il y a une règle, on ne peut pas être plus de 2 fois président. Bon. Mais la stabilité, c'est sûr que c'est un facteur très important pour le pays, stabilité politique. Le renforcement de l'État et surtout du budget de l'armée, alors là c'est tout à fait considérable. Vous avez une montée en puissance de l'armée russe actuellement et des très hautes technologies tout à fait impressionnantes, qui d'ailleurs inquiètent l'OTAN évidemment. Et actuellement, le budget de la défense russe, c'est le 3e du monde, je crois, juste après les États-Unis, qui d'ailleurs ont 40% du budget mondial à eux seuls. Hein. Les Russes en sont encore très loin. Et puis ensuite, vous avez la Chine, et juste après la Chine, vous avez donc la Russie. Et la Russie, sur le plan des forces nucléaires, est à égalité avec les Américains, même un petit peu plus supérieure, un petit peu plus de têtes nucléaires. Donc c'est une énorme puissance militaire, et il faut compter avec cela. Il n'y a pas que l'aspect matériel, comme toujours. Alors ça, c'est la grande qualité, je trouve, du gouvernement russe. Il y a toujours l'aspect matériel et l'aspect spirituel ou moral, chez eux, qui est très important, alors que chez nous, on le néglige complètement. On essaye de forger un nouveau patriotisme dans la jeunesse, en recréant les cours d'éducation civique, militaire, dans les écoles, en créant des écoles militaires spéciales qui formeront bien sûr des officiers, mais qui peuvent aussi former des cadres, simplement, comme l'école polytechnique en France forme des cadres et avec une discipline militaire. Donc on recrée tout ça, on crée même des écoles de Cosaques. Et récemment, d'ailleurs, on interviewait sur Sputnik, qui est la radio russe francophone que je représente un peu ici, on interviewait un gamin d'une douzaine d'années en disant d'une école de Cosaques. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Et le gamin répond, je veux être patriote. Voilà, donc il y a cet aspect de la remilitarisation au bon sens du terme, si vous voulez, du pays, qui est quelque chose d'essentiel. Il y a l'éducation, je viens d'en parler un instant. L'éducation russe, alors, l'éducation c'était un domaine, si vous voulez, qui avait de grandes faiblesses à l'époque soviétique, parce qu'il y avait la dictature du marxisme, bien sûr, mais ça marchait quand même pas mal, notamment au niveau des sciences. Et l'Union soviétique avait d'excellents ingénieurs, sinon ils n'auraient pas envoyé des satellites dans l'espace, etc. Bon. Donc ils ont gardé cette tradition. Et alors, la semaine dernière, juste cette anecdote vous montrant un peu l'ambiance scolaire là-bas,
Donc on m'avait affecté 2 jeunes filles pour m'aider à me balader dans Moscou, à aller acheter des livres notamment. On va dans une grande librairie, une librairie sur 8 étages d'ailleurs, absolument quelque chose de gigantesque. Et alors, après, je prends un verre avec ces 2 jeunes filles et je leur dis, mais vous m'avez l'air d'avoir une immense culture, parce qu'elles me parlaient de l'histoire de l'art, elles me parlaient de Balzac, de Victor Hugo, enfin toutes sortes de choses. Je disais quand même, pour des filles qui ont une vingtaine d'années, elles ont l'air d'avoir une culture solide. Alors elles sortaient de l'université Saint-Hirone, hein, c'est-à-dire l'université orthodoxe, donc je me suis dit c'est peut-être pour ça. Bon. Elle me dit non, non, c'est très général, ceux qui sont dans l'enseignement laïque c'est pareil. Elle dit, vous savez, moi dans ma famille, tous les soirs, mon père me disait tu vas lire un chapitre de la grande littérature classique russe, un chapitre de Tolstoï, un chapitre de Dostoïevski, etc. Mais quand j'avais 8 ans, on m'obligeait à faire ça, le soir. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, mon père m'interviewait pour savoir si j'avais bien lu le chapitre. Donc déjà, ça fait une pression, bon, pression familiale. Mais en plus de la pression familiale, vous avez les instituteurs qui disent il faut lire, il faut lire, il faut lire. Et puis pareil, évidemment, ensuite au lycée. Et il dit, ce qui fait que quand on arrive à l'adolescence, bon, on est habitué à lire, parce qu'on nous a tellement forcé à lire que c'est devenu une seconde nature. Et ça, c'est sans doute un des drames de la France contemporaine, c'est cette rupture qu'il y a des générations par le fait que notre système scolaire aujourd'hui n'enseigne plus vraiment la culture générale française, l'histoire de la patrie française et toutes ces choses-là. Alors que là-bas, c'est un système qui marche bien et qui a été amélioré récemment grâce aussi à Vladimir Poutine. Alors, l'église, j'en ai déjà parlé, les relations avec l'église. Bon, il faut savoir qu'on construit actuellement 150 églises dans Moscou, parce que dans toutes les banlieues soviétiques où il n'y en avait pas, on construit des églises nouvelles, et on reconstruit celles qui ont été détruites. Donc on construit des églises sans arrêt, ce qui nous change bien sûr de ce qu'on voit ici. Et je terminerai sur le dernier point. Alors, parmi les résultats de Poutine qui expliquent son grand succès, il y a évidemment la Crimée, si vous voulez, le fait d'avoir réannexé la Crimée pour les Russes, c'est un peu comme l'Alsace-Lorraine en France après 1918, hein. Donc c'est le retour d'une terre russe, peuplée de Russes d'ailleurs. Il n'y a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour que les gens aient envie de redevenir russes, parce qu'ils ont toujours été russes. Et le retour de la Crimée a fait penser que Poutine défendait très bien les intérêts des Russes, y compris au-delà des frontières, ce qu'on peut appeler les pieds noirs russes, si vous voulez, qui aujourd'hui sont au Kazakhstan, sont en Ukraine, sont dans les pays voisins. Et ça lui vaut évidemment une popularité exceptionnelle. Donc voilà, si vous voulez, quelques éclairages que je voulais vous donner sur Vladimir Poutine et ses résultats. C'est intéressant, je pense, à savoir. Ça vous explique à la fois pourquoi il a tellement de succès dans son pays, pourquoi il fascine beaucoup de gens ici aussi, pourquoi aussi il y a une haine contre lui dans notamment les médias occidentaux, parce que on voit dans Poutine un homme politique russe, c'est certain, qui est à la tête d'une grande puissance, et ça gêne. Ça gêne notamment l'autre grande puissance, évidemment, mais on voit aussi dans lui un défenseur des valeurs traditionnelles, des valeurs chrétiennes. Il a tenu des propos, alors qu'on ne lui pardonne pas, il y a 1 an à Valdaï, il avait dit que tout ce qui était culte de l'homosexualité et compagnie, c'était la décadence complète de l'Occident, que l'Occident était en train de se suicider, qu'il n'y avait plus de natalité, qu'il y avait l'immigration et qu'avec tout ça, les peuples occidentaux risquaient la disparition complète et que c'était absolument dramatique et qu'il fallait en tout cas éviter absolument ça pour la Russie. Alors ça, on lui pardonne pas évidemment ce genre de discours sur les valeurs traditionnelles et chrétiennes, parce qu'il n'hésite pas à le dire très très couramment dans beaucoup de ses discours. Donc voilà, c'est un chef d'État, si vous voulez, tout à fait à l'opposé, disons, du modèle normal, si je puis dire, incarné par notre président Hollande aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci. D'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement de cet aperçu sur la Russie actuelle. Et on pourrait faire bien d'autres développements, évoquer, on a parlé de l'influence des slavophiles sur la pensée de Poutine, mais aussi de la géopolitique. L'influence de Dugin, entre autres, sur la théorie de l'Eurasie, qui est important. Et quant au groupe de Valdaï, je ferai peut-être en rêve, j'en connais quelques-uns qui participent à vos travaux, c'est une sorte de résurgence de la Sainte Alliance, en quelque sorte. Espérons-le. Voilà. Nous prions pour cela, surtout en cette période de carême. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Alors, oui, il a 2 filles, à ma connaissance. Boris.
Il est très discret sur sa vie privée. Hein. Je veux dire quelque chose à propos de Poutine, d'où viennent ses forces aussi. Peut-être souligner que par rapport à ses précédents, comme Yeltsin et Gorbatchev, qui ne connaissaient pas l'Occident. Ils rêvaient l'Occident. Et Poutine, qui a travaillé en Allemagne, qui connaissait l'allemand, la langue allemande très bien, il et son entourage connaissent très très bien l'Occident. Donc, mieux que l'Occident connaisse Poutine et son entourage. Donc, il y a sa force. Et de l'autre côté, ça a immense culture, parce que c'est un homme qui s'est mis à cet argument à étudier la philosophie, et il connaissait Solovyov, Berdyaev et Ilyin très bien. Et donc, ces trois philosophes, russes profondément, et d'où aussi vient son patriotisme et son christianisme. C'est tout à fait vrai. Merci d'avoir apporté ces compléments. C'est vrai que par exemple, Poutine parle allemand couramment. Effectivement, je ne l'ai pas cité. Mais... Quelle est la tonalité du paysage audiovisuel ou télévisuel en Russie? Quelles valeurs sont véhiculées par les médias? Bon, ben, les valeurs qui sont véhiculées par les médias sont des valeurs patriotiques et traditionnelles, je dirais, dans l'ensemble. Hein. Cela dit, moi-même, je participe aux activités d'un groupe médiatique russe, puisque je fais partie de la Voix de la Russie qui s'appelle Spoutnik maintenant. J'ai jamais reçu d'ordre de faire ça ou de dire quelque chose, quoi qu'il en soit. Il y a aussi des médias d'opposition, d'ailleurs en Russie, même si vous allez dans les hôtels à Moscou, vous verrez un journal en anglais qui est tout à fait hostile au président. Quand je fais des cours à l'université, je ne reçois pas non plus de directives, et je connais des professeurs d'université qui sont assez critiques, enfin qui étaient surtout critiques il y a 2 ans. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de critiques. Mais il n'y a plus beaucoup de critiques, mais c'est spontané, c'est pas des ordres que les gens reçoivent. Donc, disons que le paysage médiatique de la Russie ressemble peut-être du point de vue des idées à ce qu'a pu être le paysage médiatique de la France avant la guerre de 14, c'est-à-dire très patriotique, très attaché à l'histoire de France, très attaché aux belles lettres. Et vous savez que dans la France d'avant 1914, l'école laïque comme l'école catholique défendaient les mêmes valeurs en fait, un peu ou prou. Alors, il y avait la religion qui séparait, c'est vrai, mais pour le reste, il y avait les mêmes valeurs. Et ce sont ces valeurs qu'on retrouve dans la Russie d'aujourd'hui. C'est ce qui fait évidemment la grande différence avec ce qu'on a ici. Très grande différence. Et quant au marxisme, alors là, on a l'impression qu'il n'a jamais existé. Hein. C'est comme disait l'ambassadeur de Russie, Orlov, que j'ai vu il y a 3-4 jours. Il disait, vous savez, une des choses qui m'a le plus passionné en arrivant en France, c'est que j'ai découvert des trotskistes vivants. Au Parti Socialiste, notamment. Quel est le niveau de dépendance de la Russie par rapport au financement sur les marchés internationaux? Est-ce que la Russie est très dépendante des marchés financiers internationaux? Ou est-ce qu'elle peut faire preuve d'une certaine indépendance? Les banques russes, je crois, ont des difficultés à l'heure actuelle, effectivement, parce qu'elles ont du mal à se refinancer. L'État russe est très peu endetté, très peu endetté. Mais par contre, ce n'est pas le cas de certaines banques et de certaines grandes entreprises, qui ont un peu de mal maintenant à avoir des financements. Alors, ils sont en train de mettre au point un système financier plus indépendant, notamment en créant une carte de crédit russe, ça n'existait pas jusqu'à présent. Et ils sont en train de mettre en place un système d'échange de devises internationales avec la Chine et l'Inde, qui va évidemment concurrencer le dollar. L'État se finance sur les marchés internationaux ou auprès de sa banque? Non, l'État non. L'État il est financé par les impôts essentiellement. Il est très peu endetté. C'est pas du tout comme la nôtre. Hein. D'accord. L'État c'est des grandes entreprises russes qui elles se sont parfois imprudemment beaucoup engagées, qui maintenant ont des problèmes de refinancement, disons, y compris des grandes entreprises pétrolières, par exemple. Mais l'État lui-même, non. Non, pas l'État. Mais oui. comment... S'il vous plaît,
Oui. Monsieur Blo, bonsoir. Merci d'avoir résumé toutes vos 2 années très intéressantes de l'Alliance franco-russe, puisque vous avez des fidèles ici, en ayant fait une synthèse de tout ce que nous avons étudié et suivi. Bon, ma question était la suivante. Est-ce que vous pensez que Poutine et ses acolytes sont vraiment penchés vers une Europe où ils sont finalement plus proches, je parle des orthodoxes russes, sont plus proches des musulmans qui sont religieux que de chez nous, où il n'y a que les athées qui n'ont aucune transcendance, aucune verticalité transcendentielle. Et à tel point, c'est que lorsque le nouveau... attendez, je crois qu'il s'appelle... Quel est son nom, celui qui est maintenant à Moscou et qui représente l'orthodoxie? Kirill. Le patriarche Kirill. Oui, Kirill. A eu la visite de Benoît XVI. Benoît XVI est allé le féliciter et il paraît, alors je fais ça avec mon propre jargon, que le patriarche Kirill leur a dit « mais c'est très bien que vous veniez, mais que représentez-vous maintenant, vous la papauté, où vous êtes tellement protestantisé qu'il n'y a plus de sacré que nous avons conservé ». Et Benoît XVI, qui a quand même été... plus présent partout en Europe, là où il s'était conservé la tradition catholique, il a dit mais nous avons la tradition. Alors le patriarche Kirill lui a dit ah alors là c'est tout à fait autre chose. Mais la tradition ne représente pas beaucoup de choses parmi les 4% de catholiques baptisés pratiquants. Quand on dit pratiquant, c'est pas simplement aller une fois de temps en temps à une cérémonie religieuse, mais c'est vraiment suivre les pas du Christ au quotidien. Donc vous voyez où nous en sommes. Oui, il faut voir que la France est un cas très extrême quand même. Hein. Regardez l'Allemagne et les autres pays du non. Nord qui nous balancent. Non. Bon. Écoutez, j'ai habité plusieurs années à Munich. Franchement. Non, mais Munich, ça n'a pas fait. Bah oui, mais C'est enfin, pas l'Allemagne. si c'est pas une grande ville allemande, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas l'Allemagne de l'Est, c'est vrai. Non. C'est pas l'Allemagne Ils de sont l'Est. catholiques. Mais à Munich, j'ai vu des trucs que j'ai pas vus en France. Je suis allé par exemple un jour accompagner une quinzaine de préfets, puisque c'était ma profession, à Munich. Et on visite le Parlement bavarois et on monte le grand escalier. Il y a un immense Christ baroque qui est accroché au plafond. Et un préfet me demande quel est le programme d'aujourd'hui? Je m'en souviens plus. Blo, tu peux me rappeler le programme? On visite des musées, c'est ça? Je dis non, ça ressemble à un musée, c'est vrai, mais c'est le Parlement. Bon, c'est le Parlement qui est du 19e siècle, etc. Mais c'est le Parlement. Je dis oui. Alors si c'est le Parlement, qu'est-ce qu'il fait là-haut, celui-là? Ton du préfet, déjà, vous voyez. Voilà. Alors je lui dis, mais mon vieux, t'es pas en France ici. Tu es en Allemagne où le concordat existe, où on paye des impôts. D'ailleurs, moi-même, j'avais un appartement et je payais un impôt à l'Église catholique en Allemagne. Donc, c'est quand même très très différent comme climat. Alors, il m'a dit, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ils sont restés très arriérés, me fait le préfet. Donc, quand même, hein, quand je dis la France me paraît quand même particulièrement atteinte par rapport à d'autres pays. Alors, même si on quitte l'Allemagne, bon, vous avez la Pologne quand même, c'est très différent d'ici aussi. Hein. Vous avez. Alors, vous avez des pays qui sont comme la France, hein, c'est la République tchèque. La République tchèque, ça c'est sûr, ils sont très, très athées. Vous avez aussi la Suède, hein, dans le même genre, donc vous avez d'autres pays. Mais dans l'ensemble, quand même, on est en pointe, si je puis Au dire. Vatican, ce sont quand même des prélats qui venaient spécialement d'Allemagne et encore aujourd'hui avec des idées complètement avancées et complètement nouvelles. Et c'est a eux aussi. qui posent des problèmes en grande partie à chaque fois. Exactement. Il y en a seulement pour la famille. Il y en a aussi. Divorcés, remariés, ok. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que l'Église orthodoxe, enfin ses représentants, quand je les rencontre, me montrent toujours un très grand respect pour l'Église catholique. Quand je suis allé à la cérémonie pour l'inauguration du monument pour les détachements russes qui étaient sur le front de 1914 en France pendant la Première Guerre mondiale, il y avait là plusieurs métropolites orthodoxes. Et donc on se présente l'un l'autre, etc. Et moi, c'est les Russes qui m'avaient fait mon badge. Hein. Donc ils avaient mis ancien député, ils avaient mis membre de l'Académie catholique de France. Bon, ce qui est exact. Je suis membre de l'Académie catholique de France, qui est une académie où il y a essentiellement des professeurs de philosophie et de théologie. Et alors, ils voient ça, et tout de suite, alors ils commencent à dire, oui, il faut absolument qu'on ait des contacts, qu'on se voit, qu'on ait des échanges, etc. Et j'ai senti, après, quand je suis retourné la semaine dernière à l'Institut, à l'Université Saint-Irône,
c'est pareil, ils ont toujours mis en avant ce titre de membre de l'Académie catholique de France, parce que pour eux c'est très important, et ils veulent avoir de bonnes relations avec l'Église catholique. Alors cela dit, c'est vrai que certains d'entre eux, même s'ils veulent avoir de bonnes relations avec l'Église catholique, ils pensent que pour eux c'est absolument essentiel pour lutter contre le sécularisme. Certains d'entre eux connaissent les nuances qui peuvent exister dans le catholicisme aujourd'hui. Et je me souviens d'un métropolite, c'était à l'époque de, c'est vieux, hein, c'était à l'époque de Yeltsin, métropolite de Moscou, qui s'appelait Pitirim, qui était un saint homme qui avait été d'ailleurs au Goulag pas mal d'années. Et il m'a dit deux choses qui m'ont beaucoup frappé. La première chose qui m'avait frappé, c'est qu'il me dit d'abord j'ai honte de vous recevoir dans ma cathédrale. Alors, je dis il n'y a pas de quoi, elle est belle votre cathédrale. Il dit non, mais c'est pas là que règne l'esprit. Je dis bah c'est inquiétant. Alors il règne où l'esprit? Ah ben l'esprit, il est au monastère, bien sûr. Donc si vous voulez connaître l'orthodoxie, il faut venir au monastère, parce qu'il n'y a que le monastère, c'est ça qui compte. Alors, il faut bien qu'on ait des églises, donc on en a, mais c'est quand même le monastère. Alors ça, c'est une particularité de l'orthodoxie russe, c'est que les patriarches viennent toujours du milieu monastique. Ils ne viennent pas du milieu, disons, des évêques et des prêtres de paroisse. Donc, et oui, oui. Oui, mais ça crée, à mon avis, un état d'esprit un peu différent dans la direction de l'Église, parce que les moines sont moins tentés par le monde, peut-être. Hein, je sais pas, c'est une question que je pose. Bon, mais qu'on pourrait poser à la hiérarchie catholique. Les moines sont pas mariés. Ah non, les moines, non. C'est parce que les prêtres se mariaient, c'est pour ça qu'ils faisaient toujours leurs Oui, évêques. oui c'est ça. Bah oui. Mais le résultat, c'est que c'est un état d'esprit, c'est un peu différent quand même, l'état d'esprit du moine, n'est-ce pas, est un peu différent forcément. Et alors, la deuxième chose qu'il m'a dit, qui m'avait frappé, il m'a dit, je voudrais des contacts avec l'Église catholique. Mais c'est ce qu'ils me disent tout le temps quand je vais là-bas. Alors je dis, bah écoutez, oui, des contacts, je peux vous en organiser, c'est des choses possibles. Il dit, oui, mais je voudrais... Alors, Pitirim, donc l'archevêque de Moscou de l'époque, me dit, je voudrais pas des contacts avec n'importe quelle église catholique. Je lui dis, mais attendez, les catholiques, c'est pas comme l'église protestante, il n'y a pas plusieurs églises. Il dit, non, non, je sais bien. Mais je sais qu'il y a une branche qui est beaucoup plus proche de la tradition que les autres, etc. J'ai entendu parler d'un évêque français pour lequel j'ai une immense admiration, et c'est ces gens-là que je voudrais voir, c'est Monseigneur Lefebvre. Non mais quand vous arrivez à Moscou, qu'on vous dit ça, au départ, j'étais très débutant dans la Russie à l'époque, j'étais très surpris. Voilà. Mais cela dit, encore une fois, ils ont beaucoup de respect pour l'Église catholique, et leur plus grande tristesse, c'est de voir quand l'Église s'éloigne de la tradition, bien sûr, et leur plus grande joie, c'est d'essayer de passer des accords avec l'Église catholique pour lutter contre l'ennemi commun. Et c'est comme ça qu'il y a un an, il y a eu un accord passé entre le patriarche et le primat de l'Église polonaise, dont j'ai oublié le nom, pour tirer un trait sur les querelles russo-polonaises, et en même temps sur les querelles entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Ils ont signé une espèce de traité commun, dont la presse française d'ailleurs a presque pas parlé, mais on peut le retrouver sur Internet, je pense. Et dans ce traité, les deux églises disent qu'elles doivent combattre l'ennemi du sécularisme occidental et de la démoralisation de l'Occident, et qu'il faut réunir les forces. Voilà, c'est quand même le discours dominant, je trouve, là-bas, quand on rencontre les hiérarques de l'Église orthodoxe. C'est plutôt un discours amical à l'égard de l'Église catholique, voilà, quand même. Mais il n'y a pas d'unanimité. L'unanimité comme ça, absolue, vous présentez un peu. Oui. C'est certainement une façon idyllique, si vous voulez. Oui. Mais dans l'Église orthodoxe, il y a des farouches ennemis du catholicisme. Sans doute. J'ai rencontré des prêtres qui me disaient « Ah, les catholiques, mais ça c'est des hérétiques. » Oui, oui. Oui. Tout court. En Tout de France, ils ne suite, sont pas tout du de tout suite, sympathiques. Tout de suite. Après, il y a toute une partie d'intelligence, et très grande partie d'intelligence russe, anti-Poutine, farouche opposant de Poutine. Oui, oui. Vous savez, c'est très bien. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une tradition de l'intelligence russe d'être toujours contre le pouvoir. Et après, il regrette mortellement. C'est passé comme ça avec la monarchie. Toute l'intelligence est très grande. Tolstoï, par exemple, il était anti-tsar. Après, il mordait le doigt. Ça, c'est certain. Mais c'est la tradition russe. L'intelligence russe, elle est schizophrène. Aujourd'hui, Poutine, c'est divisé, je pense. Je pense que le milieu est assez divisé. Mais toutes les attaques de l'Occident, évidemment, renforcent aussi le courant de Poutine. Absolument. Parce que plus on attaque Poutine et plus on attaque la Russie, évidemment, et plus ça recrée, forcément, c'est une réaction naturelle d'un corps social attaqué. Hein.
Donc pour Poutine, c'est presque une bonne chose, je dirais, d'être attaqué. Oui. Est-ce qu'il existe de la franc-maçonnerie en Russie? Très faible. Je crois que ça existe, mais c'est très très faible. Donc ça n'a pas d'incidence. Non, Sur les lois. ça m'a vraiment pas frappé. Hein. Je sais qu'il y en a, bien sûr, mais non, c'est pas du tout comparable avec ici. Tout à fait différent. D'abord, c'était interdit à l'époque soviétique, donc déjà, pour commencer. Et puis depuis, il y a eu des tentatives d'implantation, mais ça n'a jamais été très loin, à ma connaissance. Hein. Les églises évangélistes américaines, Oui, il y a une tentative de ces églises pour s'implanter. Alors là, pour le coup, elle rencontre une très forte opposition de l'église orthodoxe qui, à la limite, essaye de faire appel à l'État quand c'est possible pour essayer de freiner ces tentatives-là. Alors il y a toute une série de lois qui ont été adoptées, qui ont été très critiquées en Occident, qui obligent par exemple les organisations qui sont financées par l'étranger de se déclarer comme telles, comme organisation de l'étranger. Bon, C'est normal. parce qu'on veut y voir plus clair, quoi. Et il faut bien reconnaître qu'une bonne partie de ces organisations, souvent, ont animé des mouvements subversifs en Russie. Donc, évidemment, les Russes se défendent, qu'est-ce que vous voulez. Oui. Et c'est vrai, notamment pour ces églises-là. On retrouve le même phénomène au Kazakhstan. Au Kazakhstan, vous avez un État, c'est très curieux le Kazakhstan, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est un État binational, et bireligieux, si je puis dire. Binational, c'est-à-dire que vous avez des Russes au nord et vous avez des Kazakhs au sud. Les Kazakhs sont musulmans et les Russes, eux, sont orthodoxes. Et vous avez eu une très forte implantation d'églises protestantes américaines au Kazakhstan, enfin de tentatives. Mais ça fait 1% de la population, peut-être. Ça n'a pas été très loin. Mais là aussi, le gouvernement de M. Nazarbayev s'est arrangé pour essayer de rendre les choses les plus difficiles possibles à ces églises protestantes, en disant, on a deux églises traditionnelles, c'est l'église orthodoxe et l'église musulmane. L'État collabore avec elles en priorité, parce que c'est une tradition historique. Les autres étant considérés comme des nouveaux venus, si vous voulez, qui ne sont pas forcément bienvenus. Enfin, on fait Mais aucun ils font effort beaucoup pour de eux. prosélytisme et du prosélytisme économique. J'ai rencontré beaucoup en France, ils viennent par groupe de 4, payés par l'État américain pendant 4 ans, et ils font de l'invasion et de l'entrisme partout. Ils ont des moyens financiers, ça c'est sûr. Oui, mais ils le font pour avancer l'américanisation de l'Europe, pas pour évangéliser. C'est uniquement pour mettre des pions économiques. Oui, mais là-bas, justement, en Russie, Énormément. en Russie, ils ne peuvent pas faire ça, à mon avis. On n'est pas dans le même contexte. Vous avez C'est tout beaucoup plus autour de difficile. Paris. Ah bah en France, non, c'est en France. Affolant. On n'a pas beaucoup de défense, nous, ça c'est tout à fait certain. En Ukraine, ils ont joué un rôle aussi. Mais dire le Premier ministre Yatsenyuk, bizarrement, est un protestant, ce qui est assez rare dans la société ukrainienne, mais c'est parce qu'il vient du milieu anglo-saxon, en fait. Hein, il a été formé Oui, là-bas. il y en a qui sa femme qui était aussi président là-bas. Oui. Vous avez, je ne sais pas, un quart des ministres du gouvernement ukrainien de Kiev actuel qui sont des étrangers, qui viennent de Lituanie, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Canada. Il y en a un ministre canadien. Les Américains, oui. On appelle ça un Mais c'était gouvernement, une colonie américaine. un gouvernement nationaliste. Moi, je veux bien, mais c'est un peu Oui, mais spécial. c'est une colonie américaine, puisque c'est dans les thèses de Brzezinski qu'il faut séparer l'Ukraine. oui, De bien toute sûr. façon, Est-ce que ça existe Je n'ai pas parlé de l'Ukraine parce que vous allez avoir une très belle conférence de Koshko là-dessus dans quelques semaines. je Mardi crois. prochain, non, Donc, mardi après Pâques. Si ça vous fait rien, on n'en parle pas. Il sera très bon de toute façon, il vous dira des choses mieux que moi. et quelle a été la réaction après la mort de Marjorie là-bas? Ben, les Russes aimaient beaucoup Marjorie, enfin les élites, hein. Bon, le peuple ne connaissait pas, mais les élites russes connaissaient très bien Marjorie, il était considéré comme un grand ami de la Russie et c'était considéré comme une énorme perte. hein. C'était son tort. On dit qu'il a été assassiné, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien, c'est très difficile à Bah, de dire. toute façon, il ne faisait pas ce que voulait l'OTAN et l'Amérique. Non, Alors, non, non, mais enfin il n'est pas le seul, mais je sais pas, c'est bizarre ce qui s'est passé, mais on n'a pas de preuve que c'est un assassinat. Et toute sa famille, je la connais. Comme éventuel remplaçant de Poutine, mais est-il vrai qu'il est bouddhiste? Poutine? Non. Ah, pardon, Shoigu. Alors justement, je me suis renseigné parce que on m'a dit ça aussi. Non, il vient d'une région bouddhiste. Il est né dans la République de Tuva, qui, comme vous le savez, est en Sibérie et qui est bouddhiste. Mais lui, il est orthodoxe. Ah oui, oui, il est orthodoxe, Shoigu, oui, tout à fait. Mais sa famille, je pense qu'il doit être, il y a son père ou sa mère, un des deux, qui est d'origine de Tuva, donc, et qui doit être bouddhiste d'origine sans doute, et puis l'autre qui est orthodoxe, quoi. Mais lui, il est orthodoxe. Mais il vient de cette république bouddhiste, c'est vrai, d'où la confusion, quoi. Mais c'est un orthodoxe, oui. Oui, c'est sûr. Vous parliez tout à l'heure de la façon dont les musulmans en Russie ne posent pas de problème, pour le dire comme ça. Pas trop, sauf les Tchétchènes, ouais. Et il me semble que Ah ouais.
qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous penseriez du fait que la France, éventuellement, dans un avenir envisageable, devienne, pour des raisons évidentes, elle-même membre de cette organisation-là, en considérant qu'après tout, c'est un des aspects de son, comment dire, de son présent, et ça peut être une façon de gérer la question. Oui, enfin, si ma mémoire est bonne, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais vous pourrez vérifier ça. Je crois que la Russie est membre observateur de l'OCI. Membre observateur. Donc, vous pouvez être membre d'une organisation internationale et être membre titulaire, je dirais. Vous pouvez être membre observateur, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, je veux dire, si la France un jour devait se rapprocher de cette organisation, ça serait comme observateur, parce que j'imagine quand même mal qu'on soit membre titulaire de l'organisation mondiale islamiste. Bien sûr, mais est-ce que vous devez avoir le même rôle en France que ça a en Russie, quitte à avoir le même statut d'observateur, finalement en considérant qu'il y a des minorités, elles sont ce qu'elles sont, et finalement vous dites qu'en Russie, il y a des bataillons musulmans dans l'armée qui sont intégralement fidèles et patriotes. Les musulmans sont gardiens de tradition comme les catholiques et orthodoxes. C'est-à-dire qu'en Russie, oui, la religion musulmane en Russie est liée à des ethnies particulières qui ont des républiques autonomes. Bon, ce qui n'est pas le cas en France, enfin pas pour l'instant en tout cas. Donc on est dans un contexte historique quand même extrêmement différent. Hein. C'est extrêmement différent. C'est un peu comme si vous aviez, enfin si j'ose dire, sur le plan ethnique, puisque c'est un côté ethnique, effectivement c'est pas purement religieux. C'est comme si vous aviez en France des bataillons, il n'y en a pas d'ailleurs, mais des bataillons alsaciens par exemple. Bon, je crois que, pourquoi pas, après tout, ce serait pas totalement impossible. Voilà, c'est un peu ça. Mais pendant la Première Guerre mondiale, en France, on réunissait bien les soldats bretons entre eux, avec un... Oui, il y a des problèmes linguistiques, ça c'était pour ça aussi. Finalement, Ben, en Belgique, vous avez des régiments flamands et des régiments wallons, mais il vaut mieux d'ailleurs, parce qu'il y a un problème linguistique quand même. Il vaut mieux que les soldats comprennent leurs officiers. Parce que justement, en 14, il y a eu ce problème. Il y avait des officiers francophones qui commandaient à des soldats flamands qui ne comprenaient pas un mot de français. C'était une des sources ensuite du malaise entre les deux communautés. C'est ce qui se passe dans les accidents dans les hôpitaux actuellement. Ça peut arriver. Beaucoup. Comment font-ils pour lutter contre les influences par les femmes musulmanes au Kazakhstan, notamment à un moment, il y a 15 ans, il y a Oui, c'est vrai. Bon, alors là, c'est une action, je dirais, à multiples facettes. Mais nous, on est face au même problème, simplement, on n'a pas pris totalement la dimension du problème. En France, je me suis occupé pendant 10 ans d'antiterrorisme en France, hein, donc je peux vous en parler un peu. Dans l'antiterrorisme, quand vous voulez lutter contre l'islamisme radical, il faut d'une part faire de la répression, bien sûr, et de la surveillance avec les services secrets. Bon, les Russes ont des bons services secrets, nous aussi d'ailleurs. Et puis ensuite, il faut réprimer évidemment toutes les tentatives de déstabilisation ou d'attentat. On y arrive plus ou moins bien. Les Russes aussi, mais ils n'y arrivent pas toujours non plus. Ils ont eu des attentats graves, même encore récemment. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect politico-judiciaire. Puis vous avez le deuxième aspect, qui est l'aspect, je dirais, culturel et cultuel. C'est que dans une société, si vous voulez, déjà, je vais commencer par ce point, une société très patriotique. Bon, les gens ont un idéal patriotique. Bon, alors ils ont aussi sans doute un idéal spirituel, enfin pour beaucoup d'entre eux, surtout en Russie où il y a peu d'athées, mais ils sont patriotes. Bon, donc ça joue un rôle modérateur très important. Ils ne vont pas, au nom de l'islam, se mettre à devenir anti-russes et à vouloir détruire la patrie russe. C'est pas pensable, parce qu'ils ont été éduqués dans un patriotisme très fort. En France, c'était le cas avant 14, mais maintenant, l'éducation patriotique, elle a quand même perdu totalement de sa virulence. Et quand j'en parlais à des fonctionnaires français antiterroristes comme moi, je leur disais, messieurs, on est très bons pour lutter contre le terrorisme par les services secrets et par les magistrats antiterroristes qui sont spécialisés, mais on ne peut pas empêcher les conversions dans les prisons, dans les banlieues, etc. Il y a de plus en plus de convertis. Et alors, comment on va lutter contre ça? Réponse de mes collègues, si, on arrivera à freiner ce mouvement en leur enseignant les valeurs de la République et de la laïcité. La réponse c'était, mais vous rigolez ou quoi? Vous êtes prêts à mourir pour la laïcité, vous? Vous êtes vraiment le premier que je connaisse. On peut mourir pour sa famille, on peut mourir pour sa patrie, on peut mourir pour son Dieu. Alors mourir pour la laïcité, on peut mourir pour une constitution, mourir pour la sécurité sociale pendant qu'on y est aussi. Ça tient pas debout. Alors, en général, mes collègues étaient gênés parce qu'ils voyaient bien qu'ils avaient dit une absurdité. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre en compte, bien sûr, autre chose que la laïcité. Et ça, c'est un point de grande faiblesse.
Parce qu'en fait, on oppose à une religion une autre religion. On n'oppose pas à une religion quelque chose de matérialiste, je veux dire. En Russie, le fait que l'orthodoxie soit quand même très, très dynamique, ça crée un équilibre avec l'islam, qui est très minoritaire de toute manière. Et vous avez indiscutablement des Tartares qui deviennent orthodoxes, ça arrive. Bon. Enfin, ça arrive plus souvent que chez nous, des musulmans qui deviennent catholiques. Les musulmans sont forts ici parce que nos évêques ont courage de femmelettes. Peut-être. Parce qu'ils sont 80% sont francs-maçons, il ne faut pas l'oublier. On est dans un contexte complètement différent. Bien entendu, c'était le ministre des Cultes qui les nommé pour être pontifiable au Vatican. Ah non, non, non. Ils ont refusé un mec. Donc, je vous invite à... Bon, quand je parle, j'aimerais bien avoir du silence. Restez. Je vous invite à venir voir le conférencier, éventuellement discuter avec lui, prendre son livre « L'homme défiguré », qui complète un peu, sous un aspect différent, ce qu'avait soutenu ici le père Bobok, qui est un théologien roumain, sur les problèmes de la bioéthique. Ah oui. Mais ça retouche j'ai vu certains thèmes, certains auteurs de référence. Très bien. Et je vous donne rendez-vous le mardi après Pâques